Bienvenue. Vous êtes officiellement candidat à l'élection pour la seconde fois. Et à 32 jours du scrutin, si on en croit les instituts de sondage, vous êtes crédité d'environ 11,5 à 13,5% d'intention de vote. Aujourd'hui, c'est une autre actualité qui vous mène à l'ESSEC, puisque vous publiez un nouveau livre intitulé « De la vertu », vertu que vous érigez en principe d'action gouvernant la vie en société, une sorte de ligne de conduite collective pour nous apprendre à relier ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour les autres. Était-ce important de venir nous donner un sens moral à votre programme? J'entreprends depuis un certain temps une reconstruction théorique et idéologique de ma famille de pensée. Le socialisme en France a toujours été singulier par rapport aux autres mouvements socialistes en Europe. Parce qu'il est à la fois l'héritier de la grande révolution de 89, c'est-à-dire de principes qui, d'entrée de jeu, se voulaient universalistes, universels, et dans son second rameau, d'une vision matricée par la classe d'appartenance des individus. Le socialisme, c'est l'action de classe de ceux qui vont construire la société socialiste. Le socialisme français a donc toujours été à cette intersection-là de ces deux grandes idées, dont Jean Jaurès est la figure emblématique. Puis, pour faire bref, les expériences se sont brisées. Celle du communisme d'État, qui s'est finie pitoyablement, et spectaculairement. Tout le monde a vu le mur de Berlin tomber. Mais on a moins entendu le bruit que faisait la social-démocratie en s'écroulant, car elle aussi s'est écroulée. Dans toute l'Europe, accrochée dans des coalitions dans plus de la moitié des pays avec les partis de droite, le projet d'alternative qu'incarnait la social-démocratie s'est dilué, perdu, en relation avec une difficulté de fond qui est qu'elle n'avait plus d'interlocuteurs pour négocier. La social-démocratie s'est construite dans la négociation entre les partis ouvriers, eux-mêmes liés aux syndicats, et le capital national. À partir du moment où le capital se transnationalise, le tapis se retire sous les pieds de la social-démocratie et elle s'est effondrée. Je fais bref, là, donc ne m'en veuillez pas du côté peut-être un peu sommaire et caricatural de la discussion, de la présentation. Et les circonstances de l'existence ont fait que ma manière de voir l'idéal qui m'animait a d'abord été de nature plus philosophique que traditionnellement celle qui était la motivation de mes autres compagnons ou camarades qui étaient entrés dans le combat politique plus par un chemin ou social ou de cette nature. Pour moi, l'universalisme républicain est ma matrice de départ. Le reste est venu comme des instruments pour accomplir ce projet. Et dans les années 80, 90, 2000, c'est la perdition totale. C'est-à-dire que tout ce que nous avions prévu, rien ne se passe. Tout ce que nous entreprenons, tout échoue. Et notamment, le rêve qui avait pris le relais de notre idée de la construction du socialisme dans un pays, qui est celui de 81, se dilue et on a proposé une autre stratégie, la construction d'une Europe qui serait le nouvel horizon du progrès social, de la paix et du bonheur, et c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire tout ce qu'on a prévu, là non plus, rien ne se passe comme prévu. On fait le traité de Maastricht, persuadé qu'on va unifier l'Europe par le marché unique, etc., comme au XIXe siècle, Zollverein avait fait l'Allemagne, ou d'autres pays de cette nature. Et là encore, les choses se passent exactement à l'inverse de ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'Europe sociale, c'est une monstruosité qui oppose les peuples les uns aux autres, qui crée des divisions à l'intérieur des peuples. Et il nous restait comme ultime prétexte la paix. Et nous voilà maintenant embringués dans une Europe de la défense, donc le contraire là aussi de ce qu'on voulait faire. Alors, mon entreprise de reconstruction, c'est d'abord par une vision globale et cohérente à l'idée ancienne d'après laquelle l'histoire était exclusivement la dynamique de la lutte de classe, pour l'appropriation de la richesse, je substitue un autre concept, qui est l'histoire de la fluctuation du nombre des êtres humains, à l'intérieur de laquelle la lutte de classe est un des aspects. Et cette fluctuation du nombre des êtres humains augmente la prédation sur la nature. 200 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains, à peine 100 ans pour atteindre le deuxième, et nous voici partis être bientôt 11 milliards. Donc la relation que nous avons à la nature change, et tout d'un coup, nous nous apercevons de son importance. Là, je vais faire bref. Le concept, à partir de là, est le suivant. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, est vérifier objectivement ce fait que nous sommes semblables, non seulement par nos besoins, ce qui nous rend
a priori égaux en droit, mais par le fait que si nous devons périr, nous périrons tous, parce que nous avons détruit l'écosystème dans lequel nous vivons. Donc une norme arrive de l'extérieur qui nous permet de savoir ce qu'il est juste de faire. Là, c'est de la philo. Qu'est-ce qui est juste de faire? Grande question qui traverse toutes les sociétés, on y reviendra tout à l'heure sans doute. Ce qui est juste de faire, c'est ce qui est compatible avec l'harmonie, non pas entre les êtres humains, car c'est un rêve fou qui n'aura jamais lieu, mais ce qui nous met en harmonie avec la nature et qui va être juste et bon pour tous. Voilà. J'ai fait une synthèse, je pourrais la justifier par le passé dans l'histoire, mais je préfère que vous me relanciez, et puis je dirai à ce moment-là le reste de ma vision. Justement, merci beaucoup pour cette introduction philosophique. On sait justement que dans cette campagne, vous essayez de prendre un peu de hauteur. On l'a encore vérifié lors du débat de lundi. Justement, le symbole que vous avez choisi pour votre mouvement, la France Insoumise, c'est le symbole phi, donc symbole de philosophie. Donc on sait exactement là où vous attendre. Et est-ce que c'est un choix en réalité dans cette campagne d'essayer de vous mettre un peu au-dessus des enjeux comptables pour essayer de vous démarquer et de séduire des gens qui peut-être n'adhèrent pas à toutes les propositions de votre programme, mais qui trouvent votre démarche philosophiquement intéressante? Bon, déjà, les mots sont un enjeu. Moi, je ne cherche pas à séduire, je m'en fous. Je cherche à convaincre. Je fais appel à votre raison. Pas autre chose qu'à votre raison, et évidemment à vos affects, bien sûr. Hein. Mais je ne suis pas à la recherche de parts de marché. Le drame que je vis avec d'autres est plus profond que ça. C'est le risque de disparition du courant universaliste et progressiste dans l'histoire humaine. Parce que finalement, ça s'est concentré en un tout petit endroit. Bon, c'est les Lumières, c'est l'Europe, et puis pour le reste, bon, dans l'Asie immense, ce sont d'autres visions du monde, et ainsi de suite. Donc mon idée est que c'est dans l'action, dans le débat public, dans ce grand moment paroxystique qu'est une élection, car pour moi une élection, je le dis parce que ça me met à distance de certains courants politiques, notamment d'extrême gauche, pour moi l'élection c'est pas une tribune où on vient témoigner. L'acte électoral transforme les individus, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils lisent, parce qu'ils discutent, ils polémiquent, et donc nous ne sommes plus les mêmes à la fin d'une élection que celui que nous étions ou celle que nous étions au début de l'élection. Donc, prendre de la hauteur, ce n'était pas tant l'idée que d'agir, de penser aussi juste que possible et de présenter une vision cohérente du monde, c'est-à-dire ne pas se contenter des yaka faucons, déjà avoir une idée claire, globale, englobante de la réalité de la civilisation humaine à cette époque, en déduire un programme politique, on a essayé de faire, hein, qui a une cohérence. Le phi, au départ, c'est une blague, il faut que vous le sachiez. J'avais trouvé une idée géniale, mais injouable. C'était une représentation du monde. Bon, le seul point fixe de l'univers, c'est l'Est. Donc j'avais imaginé une planisphère, il y avait les pôles debout. Bon, on ne reconnaissait rien, c'était moche comme tout. Et quelqu'un a dit, bon, bah, phi, parce que France Insoumise, phi, ça fait phi, on prend la lettre phi. Ah, génial, c'est le mot grec, la Grèce, c'est la démocratie, phi, c'est la philosophie, et puis c'est surtout l'idée d'harmonie. Et donc, on a construit ça. Et l'action que je mène, y compris une qui n'est pas très regardée, mais qui, à mes yeux, a une très grande importance, c'est la construction du mouvement, la France Insoumise, qui est aujourd'hui certainement la première force politique organisée du pays, puisque nous sommes 300 000, et que nous sommes capables de démonstrations de force comme celle que vous avez pu voir samedi, qui n'est pas une foule assemblée derrière je ne sais quel improbable rockstar, mais qui est une cohérence profonde, un lien idéologique qui s'est créé, qui a été bâti à travers certains mouvements. Le mot, ce bouquin-là, La Vertu, c'est un livre ouvert, c'est ça que je voudrais vous dire. Autant celui-ci, je veux dire, c'est un programme. L'ère du peuple, c'est une mise en forme doctrinale. Ça, c'est un livre ouvert. Je me suis demandé, qu'est-ce qui pouvait nous rattacher, vous et moi, si nous ne sommes pas de la même opinion politique, nous aimons notre patrie tous les deux, ou tous les trois, et nous tous ici. La démocratie, c'est nécessairement la divergence de point de vue. On doit être très inquiet quand tout le monde est d'accord. La démocratie, c'est l'organisation de la différence des points de vue, d'une manière très simple, au vote. Et on applique une règle absurde. 51 a raison sur 49. Nous acceptons tous la règle du jeu. C'est une évolution très importante. Mais nous avons besoin de la contradiction. Et pourtant, nous sommes reliés les uns aux autres, à moins qu'on ait l'idée absurde que parce que vous n'êtes pas de mon point de vue, je ne vous parle pas, et puis vous allez en prison, ou bien vous n'êtes pas de ma religion, je ne vous supporte pas, vous n'êtes pas de ma couleur de peau, rentrez chez vous, je ne sais quoi, ce qu'on a déjà entendu. Non. Alors, quelle peut être la nature de ce lien?
pardon, je m'adresse à vous parce que je vous ai en face de moi, je ne vous vise pas, hein. Mais au-delà même des programmes politiques, nous sentons que quelque chose nous est commun. Ma réflexion à cet endroit, c'est une proposition, elle est ouverte, au sens où je ne suis pas sûr de répondre bien à tous les aspects que soulève ma préoccupation, mais qu'est-ce que nous avons en commun? Spontanément, nous pourrions dire nous agissons d'une manière morale, parce que tous nous comprenons que nous devons avoir des actes, nous les posons en relation avec le reste de la collectivité. Mais chacun d'entre nous va trouver des sources différentes à sa morale. Elle peut être dans la religion, elle peut être dans l'athéisme, c'est quand même la position majoritaire des Français, ultra-majoritaire, l'agnosticisme, l'athéisme. Les sources sont très différentes. Et je m'interdis d'aller vous dire ce que vous devez avoir comme morale, de même ferez-vous avec moi, parce qu'on perdrait notre temps. Par définition, elle est dogmatique. Donc ce qu'on a en commun, c'est peut-être un principe, un mode d'action, une manière d'être en relation les uns avec les autres dans le cadre de la société. Et c'est ce que j'ai appelé la vertu. La vertu que j'ai empruntée à la première grande révolution et à la Rome antique, comme principe d'organisation de nos relations mutuelles. Et la vertu, ça consiste à agir et à décider en fonction de ce qui est bon, non pas pour moi, mais de ce qui est bon pour tous. C'est l'idéal républicain. Après, question, qu'est-ce qui est bon pour tous, hein? Cette définition que vous donnez de la vertu, elle, disons, permet de... elle traite de la société dans son ensemble. Sinon, se restreint à la sphère économique. Vous savez que l'influence de la vertu dans la sphère économique est moins évidente. En particulier, le libéralisme s'est fondé sur l'idée que l'introduction de décisions vertueuses dans les décisions des agents, le libéralisme, pouvait polluer le libre jeu reconnu naturel du marché. Oui, vous êtes d'accord sur ça, sur cette histoire de la pensée économique? Moi, je crois à rien de naturel dans l'activité humaine. Alors voilà ma question. Pourquoi être venu à l'ESSEC, où on nous enseigne ces théories, pour parler de la vertu? D'abord, un principe d'autodérision et d'humour. Je ne peux pas être que... J'aime... c'est un petit défi. Je vais à l'ESSEC, alors on m'a dit c'est l'antre même du capitalisme, j'ai déjà fait à Nantes. Mais vous m'intéressez précisément parce que, par a priori, le plus grand nombre d'entre vous n'est pas de mon avis politique. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Non, mais vous avez raison de me le faire remarquer, parce qu'il y a 10 ans, j'ai toujours fait des conférences dans les grandes écoles pour plusieurs raisons, dont la première, c'est que je suis un incorrigible prof et que j'aime le contact avec l'intelligence qui s'ouvre, parce que dans notre jeunesse, tous, nous traversons une phase où nous écoutons mieux que les adultes faits, engagés, sur lesquels pèsent toutes sortes de pressions, d'intérêts, d'habitudes, de routines. Et je me dis que pour beaucoup de jeunes gens, de milieux qui sont sélectionnés par les grandes écoles de commerce, ça sera sans doute la seule fois de leur vie où ils verront un tribun de gauche de près et en s'apercevront que, contrairement à la légende, nous ne mangeons pas d'enfants, nous n'avons pas de couteau entre les dents. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la critique habituelle... On connaît l'iconographie, oui, on connaît le mot couteau entre les dents, on voit très bien le mangeur d'enfants. Ouais. Et ça a toujours été comme ça et ça continue. C'est-à-dire que dans l'iconographie de nos adversaires, c'était une vieille histoire, hein, c'est pas d'aujourd'hui, nous avons toujours été bestialisés. Parce que nous sommes ceux qui ne se contrôlent pas. Donc Jean Jaurès est représenté, la barbe hirsute, une bouteille de vin dans la poche et un brandon à la main. Quand ce sont les femmes, c'est beaucoup plus infâme, hein. Bon, elles sont ramenées à leur corps et on les maltraite de cette façon. Si vous regardez le tableau de Delacroix, un jour, amusez-vous à le regarder, c'est un hypocrite, ce Delacroix. Il vous représente la liberté guidant le peuple. On va y revenir tout à l'heure. Eh? On va y revenir tout à l'heure. Ah bon, alors je laisse Delacroix pour tout à l'heure. Gardez le chaud de la croix. Alors là, on est sur quoi? Parce que j'ai été d'une chose à l'autre. Bah, pourquoi je viens ici? Voilà. Et j'ai pensé que ça avait un intérêt, y compris dans une campagne, que vous entendiez, parce que je pense que vous pouvez partager avec moi une partie du diagnostic. Et si nous faisons ça, nous avons avancé. Par exemple, je suis certain que la plupart d'entre vous, contrairement aux générations qui vous ont précédé, vous avez un sentiment personnel de l'existence des biens communs, que vous ne le contestez pas, même si vous êtes des libéraux. C'est-à-dire, vous pensez, comme moi, que l'air et l'eau sont des biens communs. La plupart d'entre vous, souvent, pensent qu'il ne faut pas breveter le vivant, et ainsi de suite. Donc, nous apercevons, nous, comme Français, qui sommes les héritiers
Je dis français, pas pour exclure qui que ce soit dans cette salle, mais en tant qu'héritier d'une histoire. Moi-même, mes grands-pères n'étaient pas français. Hein. En tant qu'héritier de cette histoire, nous pouvons conserver en commun cette forme d'universalisme. Et c'est elle qui, à mon avis, dans la bataille des idées, va favoriser mon travail. Pour moi, il n'y a pas de loi naturelle de l'économie, ça n'existe pas. L'anthropologie nous apprend que les êtres humains sont capables de toutes sortes de formes d'organisation, que le mot même marché ne veut rien dire, car le troc, c'est une économie de marché, aucun d'entre vous ne propose d'en revenir au troc. Même le Gosplan, c'est une économie de marché, parce que, à la fin, c'est le mode d'expression du besoin qui change, mais pas le fait qu'il faille y répondre. Donc, le mot économie de marché a été une euphémisation du mot capitalisme, de manière à rendre la chose plus acceptable dans une conversation entre gens de bon goût, où on ne met pas sur la table, parce que ça ne se fait pas, des questions d'argent, et ainsi de suite. Donc, le capitalisme, dans sa phase actuelle, financiarisée, est un système intrinsèquement immoral et mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce qu'il va détruire le sourire aux lèvres, l'écosystème, persuadé que la main invisible va finir par trouver un point d'équilibre. Deuxièmement, il est immoral parce qu'il ne met pas de limite à l'accumulation. Et on a des personnes de bon goût, je pense à M. Macron, je pense à un homme intelligent, cultivé, qui peut dire tranquillement, je propose aux jeunes de rêver d'être milliardaire. Or, à mes yeux, c'est immoral. Parce que l'accumulation de la richesse ne se fait pas d'une manière magique. Elle se fait par l'exploitation du travail et l'accumulation aux dépens de la détresse des autres. Donc voilà pourquoi ma vision du monde, fondamentalement et radicalement hostile à ce modèle, je préfère vous prévenir, c'est appuyé sur de nouveaux arguments avec l'écosocialisme et l'idée que ce qui est en cause, c'est l'écosystème. Mais il n'y a pas de loi naturelle. Hélas pour nous, nous sommes continuellement obligés de trouver une réponse et d'en changer en cours de route parce que la réalité elle-même change. On a envie de vous demander s'il n'y a pas un soupçon plus profond qui pèse sur l'argent, qui doit peser sur l'argent dans le mode de production capitaliste, où il est plus simplement intermédiaire des échanges, mais où il permet l'accumulation que vous critiquez là, si vous voulez. Est-ce que l'argent peut être vertueux dans le mode de production capitaliste? Ça n'est qu'un moyen d'échange. Un équivalent, le signe monétaire est un équivalent entre deux valeurs réelles produites. Hein. Bon, moi, j'appartiens à la tradition du matérialisme philosophique, donc la monnaie est un intermédiaire et elle-même doit avoir une valeur intrinsèque. C'est pourquoi, au départ, on échange en or ou en argent, parce que c'est une petite quantité de matière contenant une grande quantité de travail. Hein, à l'inverse d'une table, d'une chaise, de tout ce que vous voulez. Donc c'est juste un intermédiaire. Bien sûr que l'argent peut faciliter considérablement l'échange, puisqu'on peut le transporter, on peut... Bon, je ne vais pas vous faire la théorie de la monnaie. Donc ce n'est pas intrinsèquement l'argent qui est mauvais, c'est la manière avec laquelle sont organisés les rapports sociaux de production qui utilisent cet argent. Et surtout, nous avons une nouveauté dans ce moment de la civilisation humaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre non-remise en cause de l'argent en tant que tel et du salariat qui fait de vous plutôt un social-démocrate? La social-démocratie a une définition extrêmement précise dans le mouvement socialiste mondial. La social-démocratie s'est construite, le parti s'est construit comme prolongement du syndicat. Le syndicat crée le parti, c'est le Labour, ou bien c'était le parti qui créait le syndicat, comme ça a été le cas avec le SPD et la social-démocratie allemande. Seuls les Français n'ont jamais fait ça, pour la raison que l'influence des anarchistes fait qu'en 1905, il y a eu la charte dite d'Amiens, qui me fait bien rigoler, parce que je vois toutes sortes. 1906. 5, la charte d'Amiens. Bon, non, 1906, c'est la période à laquelle l'Église condamne le suffrage universel. Oui, ben, il faut quand même se rappeler, on a 2-3 comptes à régler, quoi. Hein. Alors, donc, ça n'a jamais eu lieu en France, parce que les anarchistes ont eu la possibilité de demander la séparation du syndicat du parti. Donc tout ça, excusez-moi, c'est de l'histoire, mais ça a compté dans l'histoire de nos idées. Et ça a abouti à ce résultat qu'il n'y a jamais eu de parti organique en France, peut-être le Parti communiste à un moment donné, très lié à l'époque à la CGT, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je ne peux pas me dire social-démocrate dans la mesure où j'ai toujours été, dans ma jeunesse, d'abord socialiste, au sens radical du terme, c'est-à-dire privilégiant et étudiant la nature du lien social pour le libérer de ce qui empêche l'émancipation des individus. Le mot-clé, c'est l'émancipation. Donc cette émancipation, je l'ai pensée comme une libération des chaînes de l'argent
expression que vous retrouvez. Ce que je critique, c'est l'argent roi. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas parler du capitalisme comme d'une entité immuable dans l'histoire. Il y a plusieurs formes de capitalisme au fil de l'histoire. Il s'intègre à des modes de production très différents et à des rapports sociaux très différents. Par exemple, la naissance du capitalisme au XVIe siècle avec les grands commerces, les grands voyages, etc., c'est une chose. Lorsque le capitalisme se mondialise, il s'est mondialisé à plusieurs reprises, à un moment donné, il repose sur l'esclavagisme qui va être un des secteurs d'accumulation. Mais celui de notre époque est devenu fou pour des raisons géopolitiques et politiques. Quoi ? C'est la domination des États-Unis d'Amérique qui ont en main la monnaie mondiale et qui en impriment les quantités qu'ils veulent. Si bien qu'ils ont pratiqué une fuite en avant ininterrompue pendant 40, 50 ans, puisque quand c'est vous qui avez la planche à billets, il faut vraiment être drôlement à part si vous ne la faites pas marcher. Ils l'ont fait marcher non-stop. Et ils ont inondé le monde d'une quantité de dollars que les gens utilisent dans leurs transactions réelles, bien sûr, parce que cette monnaie est protégée par la force de l'Empire, c'est-à-dire des bases sur tous les continents, 500 000 hommes de troupes, et la puissance militaire dont les États-Unis font la démonstration régulière et empêchent d'autres monnaies de surgir, concurremment à la leur. Le résultat est le suivant. Pour 40 milliards d'échanges réels, c'est-à-dire de marchandises qui ont une valeur matérielle, que vous voyez, un livre, une table, une chaise, il y a 4 000 milliards qui circulent, qui ne représentent rien et ne reviendront jamais dans la production réelle. C'est cette bulle financière gigantesque qui domine le monde, réalise en son sein, par un mécanisme que vous connaissez tous, qui est de formation de bulles qui éclatent à intervalles réguliers, des taux de profit qui sont absolument impensables dans la production réelle. Tirer du 14 ou du 15% à l'intérieur de la bulle et dans le service, on y arrive. Mais tirer du 14 ou du 15 d'une production matérielle, c'est impossible. Le maximum que vous puissiez tirer, c'est du 3 ou du 4% de retour. C'est un maximum. Et dans ces conditions, on a une situation qui est fondamentalement malsaine. Pourquoi ? Parce que le signe monétaire abonde alors que la valeur réelle n'y est pas. Si tout le monde ramassait dans cette salle tous les dollars en circulation dans le monde, immédiatement, nous aurions une hyperinflation. Immédiatement, séance tenante. Et évidemment, immédiatement, les États-Unis d'Amérique s'effondreraient. Donc, ils sont obligés d'avoir une politique extrêmement agressive à l'échelle du monde pour empêcher le moment de la vérification de la valeur de ce dollar. Alors jusque-là, ils y arrivaient par des moyens politiques et militaires. Mais il leur est arrivé une déconvenue à laquelle personne ne s'attendait, c'est qu'en transformant la Chine en atelier du monde, par la force des choses, quand elle représente la puissance qui produit les choses, naturellement, vous avez une pression pour échanger avec elle dans sa monnaie à elle, pas en dollars. Si bien que le dollar est menacé par deux endroits, l'euro d'un côté et la monnaie chinoise de l'autre. Donc nous vivons dans cet état d'instabilité, c'est ça qui va vous expliquer, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, M. Trump n'est pas un fou, c'est un homme au contraire extrêmement rationnel dans son comportement, même si la forme, mais la forme on s'en fiche, ce qui compte c'est le fond. Donc nous sommes dans ce moment. Mais ce qui m'importe moi sur le plan philosophique et humain, c'est que ce système, pour continuer, pour durer, a besoin d'un ordre des relations sociales où tout le monde est mis en concurrence continuellement les uns avec les autres, avec des logiques de management par la peur, avec des logiques de je t'écrase et pousse-toi de là, c'est moi qui passe à ta place, je suis jeune, fringant, dynamique, flexible, et que sais-je encore, et toutes ces sottises, le dernier mot c'est agile, hein, parce qu'il fallait bien en trouver un de plus, et tout ça crée une société de violence où la relation interpersonnelle est continuellement détruite par Jacques Généreux, l'économiste et anthropologue, a fait un très beau livre là-dessus, s'appelle La dissociété. Il dit pour la première fois depuis des millénaires, la société jusque-là s'étant construite en renforçant ses liens internes sociaux, en sachant que le nombre d'êtres humains a augmenté, pour la première fois, la tendance s'est renversée, la société produit des liens qui détruisent les relations entre les personnes, les relations de solidarité. Et donc voilà pourquoi, alors c'est en ça que mon point de vue est un point de vue radical. Il a un contenu philosophique, vous pouvez l'appeler idéologique, ça ne me dérange pas. Et vous-même, vous pouvez en avoir un autre, ça ne me dérange pas non plus, du moment qu'on puisse en parler et qu'aucun prétende amener sur la table un dogme indiscutable qui est la vérité révélée. Mais oui, mon parti pris est un parti anticapitaliste d'une hostilité fondamentale, radicale à ce système, à ses valeurs, à sa manière de fonctionner et de distribuer la pauvreté. Et votre programme pour l'élection présidentielle, justement, il est axé sur l'idée d'insoumission. Donc si vous êtes d'accord avec nous, on va commencer par parler de ça, des deux axes forts
de l'idée d'insoumission. D'une part, l'idée du retour de la souveraineté du peuple, qui s'émanciperait de l'oligarchie par la rédaction d'une nouvelle constitution, et d'autre part, l'affranchissement de la France de l'ordre européen, incarné par Angela Merkel. Et on veut vraiment vous parler de ces deux propositions qui sont structurantes parce qu'en fait, elles changent tout le cadre d'action, tant à l'échelle européenne que sur le plan national. Sur le plan national, le moyen que vous proposez pour retrouver une souveraineté populaire, c'est l'Assemblée constituante, la création d'une Assemblée constituante. Concrètement, vous êtes élu le 7 mai. Quelles sont les modalités immédiates de convocation et de constitution de l'Assemblée, les modalités de son travail d'écriture et les modalités de l'adoption de la Constitution? L'insoumission, ça ne vise pas, c'est pas un projet de société. C'est le moment, et je désigne sur quoi je m'appuie. Je m'appuie sur les insoumis, c'est-à-dire les gens qui ont compris le sens de l'ordre social et qui ne s'y soumettent pas, quelle que soit la forme de leur résistance. Résistance syndicale, résistance morale personnelle, le lanceur d'alerte, j'ai dit le syndicalisme, mais aussi la personne qui fait tout pour que sa vie continue à être digne, alors que toutes les forces quotidiennes qui pèsent sur elle, cette personne, pousse à tout lâcher, à lâcher prise. Bon. Donc on met bien ça au point. Je ne suis pas, c'est une vision, il y a des gens dont c'est la vision du monde, je ne suis pas anarchiste, au sens où, non mais attendez, ça existe et c'est digne l'anarchie. Je serai plus libertaire qu'anarchiste, mais je crois à l'organisation de la société à travers des institutions. Je reconnais que c'est un point de vue. Il y a un autre point de vue qui dit non, tout ça est superfétatoire. Deuxièmement, la stratégie de la constituante, je ne veux pas vous cacher le cœur de l'affaire. C'est une stratégie révolutionnaire. Ce n'est pas juste un arrangement. Pourquoi? Parce que dans le passé, et vous l'avez bien senti dans la question que vous me posez, dans le passé, on faisait, le mythe à gauche était la révolution socialiste. Personne ne savait juste en quoi ça consistait. On avait quelques exemples, mais tellement localisés dans l'histoire, et tellement précis qu'on avait du mal à le généraliser. Mais il y avait toujours un moment de violence, d'écroulement automatique du système. J'entre pas dans la discussion sur les modèles révolutionnaires, mais moi j'en ai mis un sur la table. Et quand je discute avec des gens que l'idée intéresse de passer d'un système social à un autre, je leur dis voilà ma stratégie. C'est la stratégie de la constituante. La vôtre, c'est quoi? Alors, si on ne me répond pas, c'est pas la peine de venir me chatouiller. C'est pas votre problème à l'essai. Je crois pas que j'ai ce genre de risque. Mais dans mes discussions avec des amis d'extrême gauche, la discussion est souvent un peu tendue parce qu'ils considèrent que ma manière de voir les choses est extrêmement formaliste, que je crois beaucoup au suffrage universel. En effet, je ne crois qu'au suffrage universel. Et pas parce que je serais seulement un gentil garçon qui n'aime pas la violence, quel cas je n'aime pas la violence, mais parce que je ne vois pas d'autre chemin ayant eu l'occasion d'observer les autres méthodes. La guérilla urbaine, la militarisation de l'action, je pense à ce qui s'est passé au Chili, je pense à ce qui s'est passé en Bolivie, et je connais la fin. La fin, c'est nous les morts les premiers. Et à la sortie, il n'y a rien d'autre qu'une société toujours plus violente et plus dictatoriale. Donc je mets ça de côté pour dire, la stratégie, c'est le peuple se met en mouvement, et en décidant les droits qu'il se reconnaît, il se refonde lui-même, car le peuple est une autocréation politique. Il est défini par des rapports sociaux de production, mais par des rapports subjectifs. Donc nous nous autodéfinissons, par exemple tous les deux, si vous me reconnaissez comme je vous reconnais, le droit d'avoir une idée différente de la vôtre. Mais figurez-vous que ça n'a rien de naturel. Il y a toute une période où la légitimité du pouvoir, ce qu'est la légitimité du pouvoir, c'est amuse-toi, essaie d'être contre. Tu verras bien ce qui t'arrive, c'est la force. Bon. Dans un régime démocratique, la légitimité du pouvoir repose sur le consentement à l'autorité. Nous acceptons de nous soumettre aux lois, même quand nous ne sommes pas d'accord. Ce qui veut dire que nous nous soumettons aux lois tout en continuant à les critiquer. Alors, si les Français se disent, d'abord, pourquoi se dirait-il que j'ai raison? Pas à cause de ma stratégie révolutionnaire. Le peuple, dans sa masse, il ne fait pas d'idéologie. Il travaille à l'économie. Il fait ce qu'il y a de moins fatigant et de plus juste. Donc, il voit que ça ne marche plus. Il cherche la raison. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que la vieille constitution pyramidale avec la monarchie présidentielle, à l'époque du pognon concentré, ça vous donne ce que vous avez sous les yeux. Les pantouflages, cette circulation des gens entre l'État et le secteur privé, la corruption qui petit à petit se généralise à un point que vous voyez que les gens vous donnent l'impression de se demander qu'est-ce qu'on leur reproche. Ils ne se rendent même plus compte
que ça n'est pas normal d'être parlementaire et d'être le dirigeant d'une société de conseil qui se fait payer par des grands groupes. Parce qu'ils trouvent que c'est une activité comme une autre. Bref, je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, ça pourrirait notre discussion. Fillon et le groupe AXA, pour ne pas le nommer. Mais oui, mais il n'est pas le seul, si vous voulez. Hélas. Et le nombre de ceux qui trouvent normal d'avoir de tels comportements est, hélas, extrêmement étendu. Donc, comment on s'y prend? Quand si les gens se disent, il a raison, ça va tourner à un tel bazar. Vous le savez que c'est le bazar. Personne ne respecte plus rien. Ni les hommes et les femmes politiques, ni les institutions, ni les juges, ni les policiers, ni les journalistes, il n'y a rien. Tout le monde a dans sa pensée personnelle, dit oh, tout ça c'est une comédie. La mauvaise monnaie a partout dévoré la bonne. Tout le monde est regardé comme un menteur, comme quelqu'un qui est en train en douce de préparer autre chose. Bon, les gens se disent, allez, comment on sort de ça? Si vous ne choisissez pas la voie démocratique que je vous propose, ça finira mal. Surtout qu'en France, on est spécialiste de mal finir. On a été incapable de changer l'une quelconque de nos constitutions autrement qu'après des catastrophes. Alors c'est la Troisième République, c'est la Cinquième République, bon, la Quatrième, elle naît de la guerre quand même, il faut s'en rappeler. La Cinquième, c'est le général de Gaulle, des circonstances exceptionnelles. Il s'agit de retrancher les départements français du Maghreb de la patrie. Bon, c'est pas rien pour nous, pour eux non plus, c'est pas rien, c'est leur indépendance. Mais à chaque fois, il a fallu arriver au dernier point pour se décider à faire quelque chose. Donc moi, je vous dis maintenant, je vous propose de le faire tranquillement. Donc vous m'élisez, et ensuite, article 11 de la Constitution, je peux convoquer un référendum. Et dans ce référendum, je propose aux Français, êtes-vous d'accord, oui ou non, pour réunir une assemblée constituante. Donc je m'appuie sur les formes prévues. Il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de forfaiture, il n'y a pas de violence faite. On applique la Constitution et les règles de l'actuelle Constitution pour passer à la suivante. Donc cette assemblée constituante est convoquée. Là, il y a un débat. Personnellement, je suis pour qu'elle soit faite d'élus, de délégués, on va dire, mais moi je pose une condition, peut-être que je ne serai pas écouté, qui est, il faut que ce soit des élus qui n'ont jamais été élus auparavant. Pas parce que je veux les montrer du doigt ou les maudire. Hein. Ça s'est déjà fait dans notre vie nationale, à la Première République, la première Assemblée, on n'avait pas le droit de venir de la précédente. Pourquoi? C'est pour ne pas reproduire les routines précédentes. Et deuxièmement, pour ma part, je suis partisan pour qu'il y ait une part de personnes tirées au sort. Le tirage au sort ne fait pas l'unanimité jusque dans ma propre famille, où on dit tout est politique, après tout, les gens choisissent des délégués pour une chose ou pour une autre. Mais comme nous sommes dans un monde neuf à construire, on peut utiliser cette méthode parce qu'on sait qu'elle nous donne aussi des résultats fiables. Je rappelle que les jurys d'assises sont tirés au sort. Il s'agit quand même de décider de choses graves. Voilà comment ça se passe. Ce référendum au départ qui pourra aussi préciser le pourcentage de gens tirés au sort. Oui, il faudra faire ça, mais auparavant, il faut qu'il y ait une décision de l'Assemblée qui aura été élue. J'ai regardé comment faisaient d'autres. En Équateur, le hasard là-bas, c'est que les élections législatives avaient lieu avant les présidentielles. Le président Rafael Correa, qui est élu aussi sur la ligne comme moi, dégagez-les tous, a dit aux gens, écoutez, moi je présente de candidats à aucune élection, à rien du tout, sauf moi, la présidentielle. Mais si vous m'élisez, je les fous tous dehors. Et une fois qu'il a été élu, a foutu tout le monde dehors, il a été voir l'Assemblée qui existait, qui leur a dit, écoutez, j'ai été élu, moi, pour convoquer une constituante. Et cette Assemblée qui lui était hostile a dit, bah, c'est vrai, c'est vous qui avez été élu, vous aviez ce programme, donc nous sommes d'accord pour convoquer une constituante. Là, pour nous, il y aura l'élection présidentielle, puis juste derrière, l'Assemblée législative. Si je suis élu, clairement, je pense que les Français me donneront une majorité législative qui pourra convoquer cette constituante dans de bonnes conditions, en précisant les conditions dans lesquelles se fait cette constituante. La constituante se réunit. On définit les droits. Vous savez, c'est une discussion qui va durer, il faut prendre le temps. Oui, voilà. En Tunisie, ça a duré plus de 2 ans. Certains me disent ça dure 2 ans, d'autres me disent on peut y arriver en 1 an et demi, mais c'est pas moi qui pousserai à dire allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Hein. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, on appliquera notre programme. Mais le jour où la Constitution a été, un projet de Constitution a été élaboré par l'Assemblée constituante, on a une décision à prendre. Soit on considère que cette Assemblée constituante est suffisamment légitime, et donc c'est sa Constitution qui s'applique, soit on considère qu'on va quand même demander au peuple s'il est d'accord ou pas avec ce texte. Personnellement, chaque fois qu'on retourne au peuple, ça favorise mon projet politique. C'est-à-dire ça favorise la politisation de la société, sa réflexion. Au moment où le peuple a décidé, ah ben d'accord, voilà la Constitution de la 6e République, je ne ferai pas ce que je serais en droit de faire. C'est-à-dire de dire, mes amis, moi j'ai été élu pour 5 ans. Ce qu'a fait un président de la République quand on est passé au quinquennat. Et moi j'ai été élu pour 7 ans, donc je reste le temps pour lequel vous m'avez élu. Moi je m'en irai séance tenante, pour que la nouvelle Constitution
se mettent en place. Voilà, puisque vous me posiez la question très bien, du c'est très calendrier clair. et de la méthode. Après, il faut parler du contenu, parce que on a bien compris. Et justement, sur le contenu, puisque vous expliquez que cette constituante, elle va définir les règles du fonctionnement de la nouvelle République, mais aussi des rapports entre les gens dans cette nouvelle République. Mais vous avez quand même donné quelques idées. Et en réalité, quand vous appelez à cette nouvelle constitution, vous reprenez l'idée simple de Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle le pacte social doit avoir pour principe fondamental la souveraineté de ce qu'il appelait déjà le peuple. Mais pour que cette souveraineté soit pleinement exercée, Rousseau, lui, préconisait une forme de démocratie directe. Il observait, je vais lire la citation parce qu'elle est belle, que dans les anciennes républiques, jamais le peuple n'est même pas imaginé qu'il puisse usurper les fonctions du... Pardon, je me suis trompé. Jamais le peuple n'eut de représentants. Il est très singulier qu'à Rome, où les tribuns étaient si sacrés, on n'est même pas imaginé qu'il puisse usurper les fonctions du peuple. J'ai égratigné Rousseau. Mais en suivant cette idée, envisagez-vous que la 6e République se rapproche d'une démocratie semi-directe, plus participative que réellement représentative? Je pense qu'il y aura la créativité pour ça. Rousseau se faisait une image très sympathique des tribuns du peuple. Bon, les tribuns du peuple, pour ceux qui visiteront Rome, allez au forum, vous verrez les rostres des tribuns du peuple. Bon, c'était nuit debout là-dedans, hein. Donc les gens se mettaient là, puis on discutait. Bon, les tribuns avaient un droit de veto sur les lois du Sénat, à la suite de la grève de moins 494, où le peuple se retire sur l'Aventin et dit aux patriciens, mais vous êtes si malins, débrouillez-vous pour faire tourner la cité. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que ça m'amène quand même à ma vision de la société, qui sera toujours traversée par des contradictions, et nous ne devons pas rêver d'une société où tout le monde est d'accord. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Nous devons au contraire rêver d'une société où tous les points de vue divergents s'expriment, parce que c'est comme ça qu'on est plus intelligent, à la condition d'accepter la décision. Mais après, vous me dites, démocratie directe ou démocratie représentative. Chaque fois qu'on peut pratiquer de la démocratie directe, il le vaut mieux. Mais moi, je ne sais pas le faire. Donc peut-être que les constituants sauront. Peut-être que c'est moi qui manque d'imagination, parce que je suis un homme daté par une histoire. Par contre, je sais ce que moi, je proposerais. J'ai essayé de réfléchir à l'idée. Comment maintenir la stabilité des institutions, qui est nécessaire, parce qu'on ne fera croire à personne qu'on fait vivre une société en assemblée générale permanente. Bon, ça, c'est un rêve absurde en plus. Qui a envie de faire de la politique du matin au soir, tout le temps, toute la vie? Enfin, c'est fou, cette histoire. Non. Donc, on a besoin à la fois d'institutions qui garantissent la stabilité et une délégation, mais on a besoin d'une intervention populaire toujours possible. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du référendum révocatoire, qui s'applique dans 2 ou 3 États des États-Unis, qui s'applique au Venezuela, qui s'applique je ne sais plus où encore. Dans quelques cantons en Suisse. Alors ça se passe, oui voilà, ça se passe comme ça. On fixe le nombre. Alors c'est vrai pour un élu local, un conseiller général, hein, un maire, ou le président de la République lui-même. Et on dit, bah, s'il y a 5% du corps électoral, ou je ne sais pas combien, n'importe quoi, 1 million de signatures, vous mettez votre signature, vous mettez votre numéro de carte d'électeur, et quand il y en a 1 million, il y a une commission qui suit ça, et ben, allez hop, le référendum a lieu, et on demande aux gens, est-ce que vous voulez garder Mélenchon, ou bien est-ce que vous le renvoyez à la maison? Voilà. Oh. Et ça, c'est le référendum révocatoire. Cette idée du référendum révocatoire nous permet de marier d'une manière rationnelle la possibilité d'intervention permanente du peuple et la stabilité des institutions. Avec la pression aujourd'hui des lobbies, avec le poids d'Internet dans la capacité à rassembler des gens, vous n'avez pas peur que ça rende la France ingouvernable? Non, parce que c'est toujours l'idée que le peuple serait une masse confuse et irresponsable. Ce n'est pas vrai. Dans les formes de démocratie, bien sûr que tout ça va changer beaucoup. Voyez-vous, la structure du mouvement que j'ai créé, nous sommes 2 à avoir créé un mouvement plutôt qu'un parti, M. Macron de son côté avec ses propres méthodes, et moi du mien avec mes méthodes. Ce dont nous nous apercevons, c'est que lorsque le système se met en dynamique, c'est-à-dire lorsque le réseau se constitue, nous sommes 317 000, les niveaux d'engagement des personnes varient suivant les moments, et si vous laissez cette liberté se produire, vous avez en permanence un très haut niveau d'intervention très large. Par exemple, dans le réseau de la plateforme JLM 2017, il y a, parmi tous ceux qui y contribuent, il y a un groupe qui s'appelle Discord Insoumis, qui ont pris l'application Discord et qui ont fait un outil qui participe d'une manière absolument spontanée à ma campagne. Je veux dire, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, on pourrait dire, là, mais où vous allez? Ils font ce qu'ils veulent, vous ne donnez pas de consignes? Ben non. Et or, je constate que nous n'avons jamais eu une divergence. Pourquoi? Parce que nous partageons une culture.
Et le peuple français, bah, c'est souvent la remarque que je fais à des copains qui n'arrivent pas à s'y faire, c'est qu'on ne peut pas parler du peuple français et de sa capacité d'intervention politique comme on le faisait au XIXe siècle ou même au XXe siècle. Quand j'étais au collège, à 14 ans, les garçons et les filles partaient en apprentissage ou quittaient l'école, parce que l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est assez récent. Moi, je propose de le faire jusqu'à 18. Bon, ils partaient en apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes à 80% d'une génération, à peu près, au niveau du bac. Alors, évidemment, tout le monde est là, jeter des grosses larmes, c'était toujours mieux avant, mais c'est pas vrai. Alors, c'était plus sérieux? Non, c'était un truc de classe, beaucoup plus étroit. Mais le niveau général de culture du peuple français s'est considérablement développé. En plus, il y a une espèce de formation permanente par la télé. D'accord, elle est pourrie, d'accord, c'est dégueulasse, c'est des spectacles de violence et c'est des mensonges partout, mais il y a aussi des très belles choses. Et les gens sont capables aussi de faire le tri. Donc, moi, je pars d'un parti pris de confiance. La confiance, ça fonctionne si, quand vous formez la société, les valeurs que vous lui transmettez, c'est d'abord les valeurs culturelles et humanistes. Si je m'adresse à chaque jeune gens, comme le dit je ne sais trop qui veut l'apprendre, les valeurs de l'entreprise à l'école primaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Ou ceux qui disent il faut aller en entreprise pour comprendre l'esprit de l'entreprise. Mais c'est des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise, ils croient que ça se fait un des murs. Une entreprise, c'est un collectif de travail. Si vous savez faire marcher la machine, quelle qu'elle soit, ben vous avez besoin de science, vous avez besoin de... Bref, vous savez de tout ça. Mais moi, je rajoute quelque chose. Vous avez besoin de culture, de sport, vous avez besoin d'art. C'est-à-dire, vous perfectionnez en tant qu'être humain, pas en tant que pion dans un système. Avoir bon cœur, alors il faut tout mettre en normes comptables aujourd'hui, hein, mais c'est mieux d'avoir des gens qui ont bon cœur et des brutes qui s'occupent que d'eux. Parce que si nous avons survécu pendant 200 000 ans, c'est que ceux qui étaient solidaires des autres ont survécu, les autres sont morts et on a peu leurs enfants dans les pattes. D'accord? Donc on s'est transmis les gènes de je m'occupe de l'autre. Toute l'humanité, quel que soit le lieu dans le monde, si un enfant tombe, tout le monde s'avance pour l'empêcher de tomber. Tout le monde. Sauf par un ou deux barjots, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et à l'inverse, les rapports changent quand c'est un adulte. C'est vous dire que nous sommes profondément matricés par des valeurs de solidarité. Et la nécessité de les introduire est la meilleure garantie politique qu'on a. Elle n'est pas seulement dans les institutions, elle est dans les êtres. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Parce que, enfin, si on peut le dire, parce qu'en général, les gens sont d'accord avec moi, ils se demandent comment ils ont pu supporter un système aussi absurde. Le premier axe de votre programme est de redonner sa souveraineté au peuple pour qu'il s'affranchisse de ce que vous appelez l'oligarchie. Le second axe de votre programme, qui est toujours lié à l'insoumission, c'est que la France s'affranchisse des règles de l'Union européenne, qui, selon vous, est trop germano-centrée. Vous avez résumé votre position sur l'Europe en une formule choc. L'Europe, on la change ou on la quitte. Donc pourriez-vous, pour ceux qui, dans la salle, ne connaissent peut-être pas le détail de cette proposition, nous rappeler rapidement, parce qu'après on n'aura pas d'autres sujets à couvrir, votre stratégie en 2 temps, plan A ou plan B? Ça manque de nuances, on la change ou on la quitte. Hein. Mais je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a un schéma abstrait dans la tête et qui le propose aux autres. Je m'exprime comme quelqu'un qui se dit « je vais être élu ». Et donc je suis déjà entré dans la phase suivante, celle où il y a un rapport de force qui va s'établir, évidemment avec la principale puissance, c'est l'Allemagne, et en réalité avec le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand se comporte d'une manière totalement rationnelle, c'est ça que je ne cesse de dire, parce que l'intérêt des gouvernants allemands actuels, qui bon, c'est la droite, c'est CDU, CSU, hein, elle est assise sur une population vieillissante qui se paye ses retraites par capitalisation. Il s'en déduit des exigences à l'égard du système économique, que les salaires ne soient pas trop élevés pour que les dividendes soient les plus élevés possibles pour payer cette capitalisation, et que l'euro soit le plus fort possible pour acheter à moins cher possible ce qu'on importe. Bon. Donc c'est complètement rationnel, et ça correspond à un type de société. Nous, on est dans une situation exactement inverse. On est un des peuples les plus jeunes d'Europe, et nous serons bientôt les plus nombreux. Donc nous avons besoin sans cesse de plus d'investissements, d'équipements publics, à notre manière de vivre à nous, hein, qui est que, par exemple, chez nous, les femmes, comme les hommes, participent totalement à l'emploi. Ce n'est pas le cas en Allemagne, les proportions ne sont pas les mêmes. Et il y a une culpabilisation des femmes qui est faite en Allemagne, on les appelle les mères corbeaux quand elles travaillent, parce qu'elles abandonnent leurs enfants. Ça donne des résultats absolument incroyables dans la psychologie collective. Donc, comment va-t-on faire? D'abord, il faut avoir un diagnostic sérieux. Le système est vicié, pas parce que c'est l'Europe. Moi, j'ai défendu l'Europe les 3/4 de mon existence politique en tant qu'idée. J'ai même cru au traité de Maastricht, avant de m'apercevoir que ça ne se passait pas comme prévu et que c'était l'inverse qui se produisait. Et j'ai donc voté non en 2005 en refusant la constitutionnalisation de quoi?
de l'interdiction de l'harmonisation sociale et de l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Je prends que ces deux points-là. Je pourrais prendre le statut de la Banque centrale européenne qui ne s'occupe que de la stabilité de la monnaie. Franchement, quelle trouvaille. Ni de l'emploi, ni du bien-être social. Mais si vous interdisez l'harmonisation sociale, vous organisez le dumping. C'est mécanique. Hein. Et d'ailleurs, ça a été fait de manière cynique. Le précédent président de la Commission, qui est maintenant un agent de la Banque Schmoll, là... Barroso, qu'on a reçu Barroso, au mardi. Oui, on disait il parle 9 langues pour ne rien dire. C'était extraordinaire à voir les numéros de ce type. En attendant, ce Barroso a dit cyniquement, eh bien, ils se paieront leur développement en attirant les capitaux et les usines. Donc, on a organisé les délocalisations comme un moyen de développement des pays qui étaient en retard. Et ça vous donne qu'une délocalisation sur deux a lieu en Europe. Et pareil, quand vous interdisez l'harmonisation fiscale, ben vous permettez à un bandit de grand chemin comme M. Juncker, pendant des années, d'organiser son pays comme un paradis fiscal, négociant directement avec les grandes entreprises la contribution qu'il paierait aux impôts, et qui s'est fait sur le dos de tous les autres, de tout le reste de l'Europe. Donc c'est ça, c'est ce mécanisme mortifère que je voudrais briser. Donc je commence par dire, on change. Et j'explique pourquoi. Madame Merkel, si c'est elle qui est élue, va avoir la surprise de sa vie, parce que pour la première fois, elle verra un président de la République française qui va lui dire autre chose que « Oui, madame, où est-ce qu'on signe ?» Bon. Donc il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire « Ah ben non, madame, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas par méchanceté, mais on ne peut pas. Voilà, c'est tout, on est nombreux, il me faut tant de milliers d'écoles, il me faut tant de milliers de profs, il me faut tant de milliers de ceci et de cela, qu'est-ce que vous voulez, ça va me coûter tant. Et avec votre histoire de 3%, me dites pas à moi, en français, que 3%, c'est sérieux, c'est nous qui l'avons inventé, les Français. Un inspecteur des finances, M. Abeille, alors on avait dit, les Allemands avaient dit 5%. Alors nous, on a dit, non, les Français, à l'époque, ça marchait très bien pour nous. On a dit, ah ben non, ça sera 3%, pour faire les malins, les plus rigoureux que les autres. Résultat, maintenant, on est enfermé dans une boîte dont on ne peut plus sortir. Donc, plan A, on discute. 1, stop à l'interdiction d'harmonisation sociale. On organise l'harmonisation sociale. Toutes les formes de compétition par désharmonie sociale, nous les interrompons. Par exemple, moi, je donnerai l'exemple. Plus un seul travailleur détaché en France. Et alors, cette discussion, elle se fait dans le cadre des actuelles institutions européennes. C'est la différence à peu près fondamentale avec le programme de Benoît Hamon, qui, lui, propose de faire les renégociations via une assemblée parlementaire de la zone euro qui serait dédiée. Pourquoi ça ne vous convainc pas? Alors, j'ai quelques-uns de mes amis qui trouvent que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec M. Hamon, parce qu'en réalité, l'idée... c'est M. Hollande qui l'a eu, le premier, en juillet de l'année 2015. Il avait fait 2 propositions. Un gouvernement de la zone euro et un parlement. Bon, l'un et l'autre oublient de dire pourquoi faire. C'est intéressant, mais pourquoi faire? Quels seraient les domaines de compétence? Je vous signale qu'on aurait donc un 2e Parlement européen, un 2e président d'un Parlement, et en plus un gouvernement de la zone économique. Uniquement pour la renégociation des traités. Hein. Et en particulier, lui, il cible surtout l'harmonisation fiscale et sociale. C'est tout. Hein. Alors, non, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe, admettons que ce soit ça. Moi, je trouve épouvantable comme idée qu'on aille faire une assemblée de la zone euro. Déjà, nous sommes 19 dans la zone euro. Nous sommes 28 dans l'Union européenne. Que font les autres? Ils attendent à la porte. Alors, on peut dire, ils attendent à la porte, c'est tout, c'est comme ça. Mais ce n'était pas tout à fait l'idée qu'on s'en faisait. Il ne fallait pas les faire rentrer si c'est pour les traiter comme ça. Personnellement, je n'étais pas pour qu'ils rentrent. Je trouve qu'avoir fait rentrer 10 pays d'un coup dans l'Union européenne a été une erreur catastrophique, puisqu'on n'a pas mis en même temps les institutions. Mais ceux qui l'ont fait savaient que comme il y en avait 10 d'un coup qui rentraient, il n'y aurait jamais d'institution commune. Bon. Donc, premièrement, c'est accepter l'idée d'une Europe avec ceux qui dominent. Racontons pas d'histoire, on dit l'Europe à plusieurs vitesses. Mon œil, ça existe déjà. Schengen, c'est une Europe à plusieurs vitesses. L'euro, c'est une Europe à plusieurs vitesses. Là, c'est clairement, il y a un dominion et les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on change tout de suite le statut de la Banque Centrale Européenne ou pas? Parce que sinon, ça ne sert à rien, tout ce cirque-là. Et enfin, il me semble qu'on est en train d'installer l'idée que c'est l'Europe du fric. Et à côté, on a en même temps l'Europe de la défense. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de s'accorder en intergouvernemental pour dire on fait une autre proposition. Sinon, pas la peine d'aller s'enfouir dans je ne sais quelle assemblée où on va discuter pendant des heures pour ne rien faire. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut redresser la façon d'organiser notre pays, et pas seulement redresser, mais le faire complètement bifurquer sur un autre modèle économique qui est celui de la transition écologique. Donc, pas de temps à perdre. Je pense que nous pouvons convaincre. Alors ça, c'est moi, Mélenchon, qui vous dis ça. Plusieurs de mes copains, de mes amis, de mes conseillers disent il n'y a aucune chance qu'on arrive à convaincre qui que ce soit, il faudra donc s'en aller. Commence d'abord par essayer. Hein. Non, mais parce que je dis à tout le monde, j'ai pas peur. J'ai bien dit, sinon on la quitte. Je vais vous dire maintenant comment on pourrait le faire.
Mais on commence d'abord par être responsable. Ce n'est pas rien que de dire qu'on mettrait fin sans retour à la situation actuelle. Ce sera aussi un grand chaos européen. Parce qu'à chaque fois, on parle du niveau de la dette en France, de ceci, de cela. Non, non, mais moi, je vous parle du continent. Si nous fracassons tout, nous irons direct à la guerre. C'est inscrit dans l'histoire, déjà que c'est très tendu en ce moment. Donc, on essaye de régler le problème comme ça. Mais sinon, on ne va pas mourir pour je sais pas quoi, pour dire ah bah oui, ben finalement, laissons la France se vider de son industrie, les travailleurs détachés, mais pourquoi pas, et ainsi de suite. Non, donc on devra s'en aller. Mais la tactique a de l'importance. On part avec ceux qui sont d'accord avec nous et on fait autre chose. La France n'est pas liée, pieds et poings liés, à l'Union européenne, aux pays baltes, à la Lituanie, à l'Estonie, à la Lettonie. Ce n'est pas vrai. Nous avons d'autres environnements possibles. L'Europe de la Méditerranée, c'est pas rien. La francophonie politique, c'est pas rien. La France n'est pas le dos au mur. Souvent, dans son histoire, elle l'est. Hein. Puis nous sommes le bout du continent, donc on a intérêt à faire attention. Depuis les Habsbourg et tout ça, on ne s'est jamais laissé faire. On a toujours fait des alliances de revers. Comme ça crée une ambiance de travail et ça nous désencercle. Vous me comprenez ? Il ne faut pas avoir peur, mais il faut s'appuyer sur la puissance de la France. Ma stratégie révolutionnaire, elle est à 2 temps, et pour ça, c'est bien que vous l'ayez fait apparaître dans vos questionnements. 1, la constituante. 2, le poids de la France dans la relation européenne, parce que nous sommes la 2e économie du continent, et la 1re population, bientôt. Donc, on n'est pas... je ne suis pas mon camarade Tsipras, qui, d'une part, bon, n'est pas bien malin, et d'autre part, bon, c'était 2% de l'économie européenne. Nous, 18%. On ne fait rien sans nous, tout le monde le sait. Si les Français sont bons, il n'y en a plus d'Europe. Donc, on est fort. On est en état de dire, écoutez, si vous voulez qu'on reste, rendez-nous la vie possible. Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir une marge de manœuvre. Donc, dans mon esprit, moi, je dis aux Français, à ceux qui m'écoutent, à mes amis, les rapports de force, ça existe. Le monde, c'est pas bisounours. C'est comme dans la société française, on vote, on tranche, mais on tranche entre des forces, entre des points de vue contraires. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je termine en vous disant, ce qui est puéril, c'est de croire qu'il n'y a pas de conflit. Hein. Ce qui est puéril, c'est de croire que papa et maman sont des anges qui n'ont pas d'autres relations que des relations angéliques. Ça, les enfants pensent ça. Donc, le monde est fait de rapports de force. Ils sont faits de tensions, de violences. Notre sujet, c'est de transposer ces violences pour qu'elles se règlent pacifiquement. Donc croire qu'elles n'existent pas, c'est s'exposer à la violence. Oui. À l'heure actuelle, c'est l'Allemagne qui domine le rapport de force. Mais votre idée, qu'est-ce qui nous empêche de croire que c'est pas substituer une Europe gallo-centrée à une Europe germano-centrée ? C'est pas remplacer une Europe centrée sur l'Allemagne par une Europe centrée sur la France. Parce que vous voyez, vous l'avez dit... Oui, bah la différence, c'est que c'est nous, quoi. Ben oui, mais est-ce que ça va convaincre l'Espagne, l'Italie Non, mais moi, c'est pas ça que je ferai. Mais vous avez raison, parce que c'est une question qui, un responsable politique est obligé de se poser la question que vous posez. Parce qu'avant de prendre une décision pareille, moi, jusqu'à présent, j'ai expliqué à mes conseillers, on discutait de tout ça. Mes conseillers, c'est un grand mot. Comme des conseillers, c'est des professeurs, tout ça, bon, donc on parle. Et moi, je leur disais, les Allemands, eux, discutent d'une alternative à l'Union européenne. Schauble, son directeur de cabinet, qui est un personnage considérable, a mis sur la table, l'année 2010, une discussion pour savoir si ça valait la peine de continuer et s'il ne fallait pas couper en deux avec une Europe du Sud et une Europe du Nord. Et plusieurs disaient, ils n'oseront jamais faire ça, parce que, bien sûr, qu'ils ont préparé le terrain. Il n'y a plus une industrie tchèque en Tchéquie. Tout est allemand. Et ainsi de suite. Je ne vous fais pas le tableau du tour de l'Europe. Donc, bien sûr qu'ils ont une sorte d'interland qu'ils dominent et qu'ils dominaient déjà avant. Mais s'ils venaient à se séparer des autres, de leur fait à eux, hein, pas de notre fait à nous, s'ils le décidaient, ils auraient tout d'un coup une monnaie, le mark ou l'euro-mark, qui ferait un bond, qui serait réévalué d'une manière telle que ce serait asphyxiant pour l'économie allemande. Donc pendant longtemps, je me suis dit, ils n'oseront pas le faire. J'en suis un peu moins sûr, parce que la Suisse a déverrouillé son plancher entre le franc suisse et l'euro, et le franc suisse s'est envolé de 20 et puis ensuite 30%. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Donc, j'ai pas encore compris pourquoi il s'était rien passé, mais normalement, ils auraient dû crever sur pied. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, oui, ce risque existe, mais je vous demande d'y réfléchir dans l'autre sens. Est-ce que, si vous supposez qu'ils sont en train de le faire, qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça et on attend qu'ils aient fini par nous dire ce qu'on doit planter, la quantité de patates qu'on aura, et bon, on a connu. Il y en a d'autres qui ont essayé de nous faire ça. Oui. Oui, non, mais c'est ça l'impérialisme, que voulez-vous. À un moment donné, vous êtes puissants, nous aussi, les Français, on envahit tout le monde. Hein. Donc, bah oui, on n'a pas laissé que des bons souvenirs, mais des fois, si. Bon, c'est comme ça. L'Europe a toujours échoué sur la même chose, elle a été faite sans les peuples. Mais donc, si nous, Français,
Nous faisons une proposition, c'est nécessairement une proposition vertueuse, c'est-à-dire une proposition bonne pour tout le monde. Écoutez, il faut vous rendre compte, 500 000 jeunes sont partis de Grèce à cause du traitement qu'on a fait subir à la Grèce. Vous avez 600 000 jeunes Espagnols, parce qu'on parle tout le temps des immigrés qui appliquent, on montre les images et tout, mais nous aussi on fout le camp de partout. Les Allemands, 25 000 jeunes par an qui quittent l'Allemagne, qui paraît-il est en paradis. Et encore chez nous, on n'a pas trop de statistiques, mais il faudra aussi qu'on se pose la question. Donc ça ne peut plus durer comme ça. Alors je pense que mon modèle, moi ce que je veux qu'on sache quand on a affaire à moi, c'est que j'ai la tête pleine de notre histoire. On l'a bien compris. J'ai peur de rien. On l'a vérifié. D'accord ? Non mais attendez, tout le bassin méditerranéen, c'est notre affaire. Et là-dedans, il y a 100 millions de personnes qui parlent français. La francophonie politique, ça peut aussi être un objectif. Hein. À bon entendeur, salut pour ceux qui m'écoutent. En tout cas, merci. On a bien compris votre vision sur l'Union européenne et le fait que le plan B devait être compris dans la dynamique du rapport de force. On a abordé des sujets primordiaux et avant de passer au reste des thématiques, évoquées notamment dans votre livre, on va prendre quelques minutes de respiration, il fait chaud ici, avec le traditionnel petit jeu des mardis. Donc le principe est simple. Plusieurs questions sur le modèle d'un portrait chinois, des réponses rapides, rien de bien compliqué. Est-ce qu'on y va ? C'est très simple. Par exemple, je vais vous poser une petite question, il faudrait qu'on ait un retour écran. Là, on voit rien. Là, on voit rien. Bon, je vais vous poser une petite question pour que vous compreniez le principe. Si vous étiez une couleur, vous seriez plutôt le rouge, couleur du courage, de l'honneur et de toutes les luttes révolutionnaires. Le vert, sa couleur complémentaire, symbole de vie, de nature, mais aussi d'espoir. Ou le marron, qui est un mélange des deux, mais pas très heureux. Oh, c'est pas vraiment un choix, là. On va dire rouge, mais j'aimerais bien terre de ciel. Le micro. Donc dans l'écosocialisme, vous tendez vers le rouge. Très bien. Le micro, monsieur Mélenchon. Ah, pardon. Ouais. Si vous étiez un écrivain du XXe siècle. J'ai dit le rouge, terre de Sienne. C'est la couleur de la France insoumise. Parfait. Bleu, azur. C'est plutôt jaune, la terre de Sienne. Ah non, jeune homme. Ah bah... Ah bah non, terre de Sienne, c'est pas jaune. Venez voir, je vous montrerai de l'ocre Eh ben, vous de n'avez Sienne. jamais été Vous en verrez comme Toscane, c'est... ma parole. Bah, écoutez, je vous en enverrai un petit sac de terre de D'accord. Sienne. Alors, si vous étiez un écrivain du XXe siècle, est-ce que vous préféreriez être Louis-Ferdinand Céline, qui est un brillant rénovateur du style romanesque, mais un homme controversé, on a bien compris, Marguerite Duras, pour son exploration des avant-gardes littéraires et cinématographiques, ou Romain Gary? Ah oui, bien sûr. Marguerite Duras, Bon, très bien. sans hésitation. Romain Gary, héros de Et guerre, c'est moi qui aurais diplomate. écrit les mémoires d'Adrien. Et, et comme ça, ça serait réglé pour toujours. Ah non, Marguerite excusez-moi. Yourcenar, du coup. Non, je l'ai confondu avec l'académicienne. Non, Marguerite recommencez Yourcenar, la bon, liste. très bien. Non, recommencez. Eh ben, Duras, Céline J'ai confondu ou Gary. avec Yourcenar. Mais Yourcenar, c'est intéressant aussi. Non, pas Duras, alors. Qui donc? C'est qui les autres? Romain Gary. Plutôt, hein. Pas mal, hein? Très bien. Ouais, pas mal. Maintenant, si vous étiez un dirigeant d'Amérique latine, vous seriez plutôt... Vous n'avez même pas entendu la question. Je suis sûr que vous serez surpris par la première option. Est-ce que vous seriez plutôt José dit Pepe Mujica, ex-guérillero emprisonné et torturé parce qu'il luttait contre la dictature et qui, quand il a été élu à la tête de l'Uruguay, a renoncé à son salaire présidentiel et a mis en place des réformes sociétales? Est-ce que vous seriez plutôt Lula, leader charismatique du monde ouvrier, figure de la gauche, qui a réussi à arracher, vous l'écrivez dans votre livre, des millions de Brésiliens de la pauvreté, pas exempt toutefois de soupçons de corruption? Ou est-ce que vous serez plutôt Hugo Chavez, qui a mené la révolution bolivarienne par les urnes, promulgué une nouvelle constitution, mené des programmes sociaux avec les pétrodollars, et bon, même s'il laisse le Venezuela aujourd'hui dans une situation économique critique, vous y faites souvent référence. La difficulté, c'est que je les connais tous les trois. Et vous les aimez tous. J'étais lié personnellement. Alors, bon, il y a des gens, il n'y a rien qui les impressionne, mais moi, si, bien sûr, j'ai de l'affection pour... Bon, Lula, j'ai quand même un problème avec lui. Il est tout le temps flanqué là, de son confesseur. Moi, ça me saoule. Mais bon, la théologie de la libération a joué un très grand rôle. Le christianisme, la théologie de la libération a joué un très grand rôle dans l'unification du mouvement révolutionnaire au Brésil. Alors après, Chavez, c'était une situation tellement hors du commun. Le personnage était tellement lui aussi hors du commun. Évidemment, la fascination, en plus ça va me porter chance parce qu'il m'a fait asseoir dans le fauteuil où sont assis tous les autres qui avaient été élus. Donc je pense que c'est bon, là. Il me manquait les secs parce qu'il paraît que tous ceux qui sont élus passent ici. J'ai moi-même touché le trône de Saint-Pierre, alors j'ai toute la panoplie ce coup-là. Hein. Alors, mais je crois que j'aime Mujica parce que c'est le président de l'Uruguay. Juste un mot pour lui.
la première fois que j'ai rencontré cet homme, l'ambassadeur, qui était très frivole, me dit « Ah, c'est formidable, il a discuté toute la soirée, parce que vous savez, des fois, il n'écoute plus rien ni personne, il est ailleurs. » Bah, j'ai dit « Bah oui, quand même, il vaut mieux. »« Ah bon, pourquoi ?» Il dit bah, « Vous savez ce qu'il a vécu ?»« Oui, vous avez raison. »« Qu'est-ce qu'il a vécu ? Je ne sais pas si vous le savez. » C'était un guerrier rose, donc honnêtement, il n'a pas distribué des bonbons. Hein. Donc, c'était l'époque. Hein. Les Tupamaros, c'était des guerriers urbains d'un genre tout à fait extraordinaire. Et Pépé a été capturé. Il s'est pris 6 balles dans le corps. Il en a encore 3. Et ils ont mis 12 types dans des puits. Et Pépé est resté 6 ans dans un puits. Et la moitié du temps, la flotte montait. Donc ce type a une force. Les autres sont devenus fous. Hein. Il y en a 2 qui sont sortis à peu près sans esprit. Donc Pépé. Et il est ressorti de là-dedans. Et pour moi, c'est un homme de... Je ne sais pas vous dire ce que c'est. Comment on survit à un truc pareil et comment après on reste assez ouvert et altruiste pour continuer le combat. Et il a continué. Et dans quelles conditions ? Il a fini par être élu. Et il y a une image magnifique de lui. Il est élu et il passe en revue un bataillon de militaires qui devait avoir au moins autant envie de lui tirer dessus pour régler les comptes du passé que lui-même. Et tous ces gens ont dominé la violence qu'il y avait dans la société pour passer à autre chose. Et lui est devenu une sorte de philosophe que moi je suis en train de devenir, c'est-à-dire il vient à une réunion, on raconte ce qui lui passe par la tête, vous essayez de lui faire un plan, ça sert à rien, bon, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il vit tranquillement dans la campagne de Montevideo. J'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. Une fois, il avait la moitié de la figure toute noire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors il me dit, comme j'habite chez moi, il y avait du vent, et je suis allé aider mon voisin, et j'ai pris une tuile dans la figure. Bon. C'est le président de la République qui aide son voisin à refaire son toit. J'aimerais être cet homme-là. Vous voyez que vous êtes surpris, tous ceux qu'on dit Chavez, là. Alors, si vous étiez une œuvre d'art, c'est le moment de venir à la liberté guidant le peuple. Donc vous seriez la liberté guidant le peuple, a priori non. Le penseur de Rodin, pour la réflexion philosophique, poussée un petit peu peut-être au détriment de l'action. Ou Guernica de Picasso, qui représente l'indignation nécessaire devant le malheur. Guernica, c'est terrifiant. Pauvres gens bombardés comme ça, tués, assassinés en masse. Non, déjà pas ça, c'est trop sinistre. Après, j'ai le choix entre... Delacroix et Rodin. Delacroix, on a compris que c'était pas votre favori. Non, mais parce que j'ai fait une critique de Delacroix. Tout le monde était comme ça, c'était un progressiste. Mais pardon, la liberté guidant le peuple, elle est à moitié dépoitraillée. Expliquez-moi pourquoi une femme doit être à moitié nue pour guider le peuple. Et en cheveux. Et ensuite, il y a un gamin à côté... C'est un symbole des figures de l'Antiquité. Il y a un gamin à côté avec la 2 statuaire revolvers. de l'Antiquité. Vous avez vu le gamin avec les 2 revolvers ? Une espèce de Gavroche à côté, là. Sauf que Gavroche n'existe pas au moment où il fait la toile. Parce que Victor Hugo la raconte après, Gavroche. Au premier plan, vous avez un type... C'est quand même un mythe de la barricade récurrent. Le petit garçon... Oui, d'accord, mais bon, ça c'est le mythe de nos ennemis, vous allez voir. Au premier plan, vous avez un type qui a perdu son pantalon, on voit ses poils. Qu'est-ce qu'il était en train de faire pour être à poil et se prendre une balle ? Donc clairement, il y a une manière de montrer le peuple dans sa bestialité. Et puis au deuxième plan, alors là, vous avez un type avec son haut de forme, il a son petit sabre, il est tout propre, tiens, voilà le bourgeois qui est là, et en réalité, la liberté, elle guide le peuple, c'est le bourgeois qui commande. Pas question. Donc il me reste quoi comme truc ? Il vous reste Rodin. Ouais. Alors, bon, on va faire Rodin, mais franchement, pour réfléchir comme ça, bon, c'est le tour de rein garanti, hein. Bon, on va faire Rodin. On va parler de sport, puisque quand on De part... quoi ? On va parler de sport. Parce que Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran ? Quand on part à la retraite à 60 ans et qu'on travaille que 32 heures par semaine, on va faire beaucoup de sport. Et notre question est simple, si vous étiez un sport de droite, vous seriez plutôt le golf, ça détend même si c'est pas très écolo. J'ai un prof frère de golf. Pardon, un frère prof de golf. D'accord. Excusez-moi, la fatigue commence à... Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a mis avec les propositions avec 3 photos. Associé au golf, il y a une photo de Trump qui joue au golf. Le deuxième sport que vous pourriez être, c'est l'équitation. Donc là, il y a une jolie photo de Sarkozy sur son canasson. C'est quand même l'un des rares sports où les hommes et les femmes concourent à égalité. Et le troisième, c'est la chasse, loisir royal par excellence. Il faut parfois savoir être dur pour guider son peuple, et Poutine la pratique. Non, la chasse, je ne pourrais pas. Bon, le golf, j'ai vu souvent des gens qui s'estropient en faisant ça. Moi, je ne suis pas sportif. Hein. Mon sport à moi, c'est la course à pied dans les escaliers du métro.
Bon, donc, mais le cheval, ça me plaît. J'en ai eu Parfait. fait, donc je pourrais en plus me balader avec M. Sarkozy, et si Mme Bruni est là, ce sera parfait. Si vous étiez un film, vous seriez Hôtel du Nord de Marcel Carnet, un film sur le petit peuple de Paris et sa langue merveilleuse. Vous seriez La Guerre des Étoiles, parce que Hollywood c'est quand même pas mal et que vous appréciez la science-fiction. Ouais, mais je supporte pas l'aspirateur, là. Oh, le R2D2. R2D2. Bon. Il m'exaspère. Ou est-ce que vous seriez Qu'est-ce qu'on a fait au Et bon la Dieu? blonde, là, on dirait le type là, de l'Ukraine, ça me réduit. Ou est-ce que vous seriez, dernière possibilité, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, film assez récent, à succès, qui se joue un peu grossièrement de clichés racistes? Non, bah non, c'est exclu. Alors, je me là, Hôtel du Nord, moi j'aimerais mieux être Blade Runner. Vous l'avez déjà vu? Non, malheureusement. Hein? Waouh! D'abord, c'est du Kadik, qui est un génie de la science-fiction. Enfin, on met ça en science-fiction, mais c'est un génie tout simplement. Et puis, on met du temps à comprendre que c'est une allégorie. Les beaux robots veulent arriver à arranger leur plan pour vivre plus longtemps. Et leur créateur dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Tout le monde meurt. Non, c'est super. Allez voir ce film si vous avez encore la possibilité de le voir. C'est Ridley Scott. Ça serait plutôt mon film fétiche. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à notre petit jeu. Ça a fait une petite Je veux bien respiration. qu'on continue, ça m'amuse. Je suis pas obligé de faire des efforts intellectuels. Ah, on pourrait continuer comme ça longtemps. Ah bon, on a une autre question. non, Puisque non, vous la mais- demandez. Mais attention, parce que si on vous pose d'autres questions, c'est risqué. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est quoi celle-là? Alors, si la droite française était un jeu de société, Le Monopoly. le Monopoly, pas mal, on n'y avait pas Suivant. pensé. On n'y avait pas pensé. Bon, dans ce cas-là, je continue, c'est la dernière. Selon vous, la gauche française, en chanson, c'est plutôt Brassens, Mourir pour des idées, Dalida, Parole, 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 ou La Fouine, Je l'aime quand même. Voilà, attends, ça s'appelle une injonction paradoxale, tu vois. Quoi que tu dis, c'est une connerie. Pardon. C'est non, je sais pas vous dire, moi. Mourir pour des idées, fait partie de ces registres de chansons de Brassens que j'adore, hein, mais qui est quand même mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Il y a juste un truc qui me plaît dans un vers dedans qui dit le sage en soupirant tourne autour du tombeau, etc., etc. Ça me plaît. Le gars, bon, il a des tas de grandes idées, mais bon. Tu Et vois, quoi, est-ce que vous mourir, êtes d'accord non. avec cette phrase de la chanson? En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Ben, c'est justement ce avec quoi je suis pas d'accord chez Brassens. Vous savez, il a aussi fait l'oncle Jim et l'oncle je sais pas quoi, là. Il y a Les quand deux même, oncles, les deux oncles. Il y a des très belles choses de Brassens, mais celles-là, c'est pas les plus belles, hein. Il était très anard, très libertaire, hein. Donc il voulait rien savoir de rien. Le pluriel ne vaut rien à l'homme. Et j'adore la réponse de Ferrat, qui est quand on est con, quand on est seul et con, et on le reste. Hein, bon, j'ai adoré la réponse de Ferrat, et pourtant j'adorais Brassens aussi. Parfait. Bon, tant mieux, je m'en suis sorti, j'ai pas répondu. Bah, si on avait su, on aurait fait tout le débat sur ce format, ça a l'air de vous plaire. La transition va être un peu rude, parce que après cette petite respiration, on avait prévu de parler quand même d'un sujet grave. Donc, si vous le permettez, on va revenir sur les questions de sécurité, avant de parler de ce dont on voulait vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire de l'avenir de la gauche et du contexte international. Donc, en termes de sécurité, il y a quand même urgence toujours à protéger les Français dans un contexte inédit de menaces terroristes. Depuis les attentats du siège de Charlie Hebdo de l'hypercachère, c'est 238 morts du terrorisme islamiste et des centaines de blessés. Et la menace ne faiblit pas. Donc dans votre programme, vous proposez, comme de nombreux candidats, d'augmenter les moyens de la justice antiterroriste, d'auditer les lois sécuritaires, de renforcer le renseignement territorial et humain, ou encore de lutter contre l'embrigadement et le financement du terrorisme. Mais surtout, vous proposez de sortir de l'état d'urgence et de sortir progressivement de l'opération Sentinelle. La question est simple, est-ce que vous pensez que ces deux réponses précises qui avaient été apportées par le gouvernement après les attentats de 2015 et 2016 ont été des erreurs, ou est-ce qu'elles ont simplement, après un an pour l'état d'urgence, épuisé leurs effets utiles? C'est plutôt ça. D'abord, j'ai un principe. Si on dit qu'on est en guerre, on ne se comporte pas comme si on était dans une élection. Il ne s'agit pas de jouer au plus malin. Donc on ne donne pas la victoire à l'ennemi. Et la première victoire qu'il attend, c'est qu'on se divise. Donc moi, chaque fois qu'il y a un attentat,
je ne fais rien d'autre que d'apporter ma parole, parce qu'elle a une importance pour des gens. Je vais au-devant de ce qui peut nous rassembler, et surtout de la réparation du traumatisme. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les attentats ne traumatisent pas que ceux qui sont morts et blessés et leurs familles, mais des gens partout. Et c'est pas... Alors, une fois qu'on a dit ça, hein, donc c'est ma règle à moi, je ne critique pas et je ne divise pas au moment où il y a l'attentat, et ni même après. Je pars de l'idée que tout le monde fait pour le mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un militaire, pas un agent du service de renseignement qui n'a pas tout fait ce qui était en son pouvoir pour savoir et arrêter. Donc ça ne sert à rien de laisser croire aux gens que si on avait fait ci, si on avait fait là, c'est pas vrai. Ils font tout ce qu'ils peuvent, et bon, donc c'est l'ennemi qu'il faut traiter. C'est pourquoi c'est de la géopolitique. D'abord, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on fait la guerre à des actes terroristes. Et les actes terroristes sont le fait, aujourd'hui, pour l'essentiel, de l'islamisme politique. Mais l'islamisme politique, c'est l'habillage, c'est la méthode de guerre de nations qui se disputent le pétrole et du gaz et des territoires, mais essentiellement du pétrole et du gaz. Dans toute la question qui s'étend dans toute la Syrie, l'Irak, la Turquie, et on descend le Yémen, et ainsi de suite, c'est suivez le pipeline, et vous avez les causes de guerre. Donc c'est là qu'il faut, donc dans tout ça, déjà on commence par poser une chose, la religion est un prétexte. Un prétexte, donc n'allons pas tirer des conclusions qui nous amèneraient à le contraire de ce qu'on essaye de faire. Et au bout du pipeline, quelles sont les nations qui sont justement à la manœuvre? Au bout du pipeline, vous avez des gens qui se disputent des territoires. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et quelques autres qui sont là. Donc, pour nous, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Alors, vous avez plusieurs manières de faire. D'abord, on tape. On a essayé de le faire, dans des conditions qui sont spécifiquement liées à la magnifique constitution de la Ve République. Vous déclenchez une guerre, et puis 4 mois après, vous demandez au Parlement s'il est d'accord. Bon, évidemment qu'une fois que la guerre est commencée, c'est plus les conditions du départ. Donc, moi, je me suis prononcé depuis le début en disant on ne peut pas faire autrement qu'une coalition universelle. Car je suis pour faire la guerre aux bandes armées qui vont envoyer des spadassins ici. Hein. Mais après, il faut discuter. Parce que la guerre peut durer interminablement et augmenter son terreau. Ma position, au départ, a été... vous savez, la première victime en guerre, c'est la vérité. Donc chacun y va de sa propagande et diabolise l'autre. À un moment donné, d'ailleurs, les malheureux qui commentaient n'y comprenaient plus rien, parce que celui qui était gentil un jour devenait méchant le lendemain. Al-Qaïda, qui était l'ennemi jusque-là, tout d'un coup est repeint en rebelle modéré, et puis quelques temps après, repeint en ennemi. Al-Nosra, pareil, a suivi la même trajectoire. Les Turcs étaient tantôt les amis, les alliés, tantôt les tireurs dans le dos. Ils ont été beaucoup. C'est la difficulté qu'on a quand on parle du conflit syrien aujourd'hui. Bien sûr. Donc, à la fin, ma position a passé pour... irréaliste, ou, alors bon, je vous passe la caricature, c'est pro-Poutine, tout ça n'a pas de sens. Moi, je m'occupe que des intérêts des Français, voilà, et de la paix. D'accord ? Je ne veux pas de la guerre, et il faut l'arrêter. Donc, j'ai développé des positions. Mais comme ces positions n'étaient pas celles de la propagande officielle, parce que vous en rendez peut-être compte, j'espère, mais ça fonctionne, hein, la propagande. Dans chaque camp, hein. Je ne dis pas qu'il y a un camp qui l'utilise et pas l'autre. Mais à la fin, je suis partisan de la résolution adoptée à l'unanimité par l'ONU, parce que c'était ma position de départ. C'est-à-dire coalition universelle, sous commandement de l'ONU, parce qu'il y a une organisation pour ça à l'ONU. Pas de l'OTAN. Deuxièmement, tout le monde, dans la résolution de l'ONU, tout le monde est mis dans le même sac. C'est-à-dire qu'ils ne trient pas. Ils mettent dans le même sac les soi-disant rebelles modérés qui sont modérés. Ils étaient peut-être modérés les 8 premiers jours, mais au 200e coup de canon, il n'y a plus de modérés. Hein. Et elle dit on doit faire une conférence de paix, elle est en train de se réunir, et des élections. Au début, on me riait au nez. Je dis mais vous connaissez quoi d'autre que les élections pour passer d'une situation A à une situation B? Vous connaissez quoi faire? Occuper le pays interminablement? Vous prenez les Syriens, pourquoi? Pour des gamins, des enfants? C'est un pays très développé, avec une intelligence collective, enfin bref. Dans un climat de guerre civile, c'est quand même difficile d'organiser des élections. Quand mais le territoire n'est pas délimité... Il n'y a rien d'autre. Que... Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de mettre un occupant. L'occupant, il est sympathique 8 jours, et après c'est fini. Et ça vous donne ce que ça donnait en Irak. Quelle grande trouvaille d'aller intervenir là-bas au nom d'armes de destruction massive qui n'existaient pas, et pour combattre, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette guerre, mais enfin le résultat c'est exactement l'inverse de ce qui avait été prévu au début. Le pays est une pétaudière sans nom, et ceux qui se sont emparés du pouvoir ont commencé à réprimer les autres avec une telle violence,
avec une fois de plus un feu vert des Nord-Américains, tel que la situation est devenue ingérable. Donc, moi, je recommande toujours qu'on parte d'un point de vue qui n'est pas un point de vue abstrait dans les nuages, mais dire quel est notre intérêt à nous. Notre intérêt à nous, c'est la paix. Et je pense que c'est aussi l'intérêt des gens du coin. Moi, je ne me résigne pas à la mort. Il y a que des esprits superficiels pour dire oui, bah allez hop, on fait une bonne guerre, on tourne la page. On tourne 0 page avec la guerre. Jamais, nulle part. Je dis ça parce que c'est souvent dans les réunions de politiques et de militaires, c'est pas les militaires les plus violents, c'est souvent eux qui ont dit les choses les plus intelligentes sur ce qui avait lieu de faire. Par exemple, le chef d'état-major général des armées, le général Pierre de Villiers, qui a expliqué que la guerre au Mali c'était bien, mais surtout si on avait une idée pour la suite. Hein. Au Mali, ça a plutôt bien fonctionné. La transition démocratique, les élections se sont tenues. C'est un exemple d'intervention militaire critiquable, mais qui s'est plutôt bien soldé. Non, la manière dont a été déclenchée. Mais là, je ne vais pas me livrer, je ne sais pas qui est dans la salle, comme il y a de gens qui vont prendre des notes. La décision... On pourra en reparler plus tard si vous voulez. Non, mais je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. D'accord. Hein. Alors, si tout le monde est content, tout le monde est content. Le point de départ sur le plan technique est absolument extraordinaire, puisqu'on a réussi, une lettre par du des président moyens malien, que je préfère pas connaître, à convaincre des gens qui sont quand même des crétins, de se mettre en file avec 400 voitures Toyota, avec chacune un beau bidon d'essence dessus, comme ça on est sûr du résultat, et comme ils sont bien mis en rang, là, hop, pour aller attaquer la capitale, nous on est passé une fois dans un sens, une fois dans l'autre, il n'y avait plus personne. Bon, donc sur le plan technique, c'est une réussite extraordinaire. Mais après, on ne doit pas, nous, se griser. La violence a quelque chose de grisant. Et l'arme a quelque chose de grisant. Vous avez l'impression que vous réglez une situation. Non, après, il faut voir aussi comment on s'en sort. Bon, donc, la question qui nous est posée pour ce théâtre d'opération, la guerre peut se généraliser, les amis, il faut quand même voir ça. Le pilonnage qui a lieu en ce moment au Yémen va laisser des traces terribles. Donc, on ne s'est pas apaisé dans ce coin-là. Et puis après, elle se généralise parce que les Américains ont changé leur batterie. La tactique des Américains, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'était on est avec les Chinois contre les Russes. À l'époque où les Russes étaient le cœur d'un empire, que c'était la période de la guerre froide et tout ça. Et il s'est passé tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la montée en puissance d'une Chine qui n'a pas de volonté impériale. C'est une vue européenne de croire que les Chinois ont un complexe impérial. Ça ne correspond pas à leur tradition. Ils pensent qu'ils sont le monde. Ils pensent qu'ils ne s'appellent pas pour rien l'empire du milieu, ils sont le monde. Bon, les Américains sont en train de tourner leur batterie. Mais ils discutent entre eux, ils s'engueulent. Il y a 19 agences de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Hein. C'est une bureaucratie où chacun se bat pour ses zones, ses subventions, ses machins. Donc, vous avez toute une branche qui est sur la ligne, on continue contre les Russes, parce qu'il faut les tenir, et puis en même temps, c'est une manière de tenir les Européens et de les mettre en rang. Et puis les autres disent, mais qu'est-ce qu'on perd notre temps? Les Russes ne sont pas nos concurrents, disent-ils. Ce n'est pas nos concurrents, ils produisent du gaz et du pétrole, il y a moyen de s'entendre avec eux. Et pour le reste, ils ne vendent rien d'autre, des armes. Tandis que les Chinois, ah là là, c'est une autre paire de manches. Donc, des gens comme Trump sont parfaitement rationnels. Ils disent, le véritable challenger, le véritable concurrent, c'est la Chine. Donc c'est à elle qu'il faut réappliquer des méthodes d'encerclement d'encerclement. Et le gars, il commence tout de suite. Il est à peine élu, coup de téléphone, Taïwan. Bon, je ne sais pas si vous suivez ces affaires internationales, mais quand vous êtes le président des États-Unis et que la première chose que vous faites, c'est de téléphoner à Taïwan, c'est une manière de dire à la Chine continentale, il y a 2 Chines, il n'y en a pas qu'une. Donc vous créez une ambiance de violence instantanée. Et tout monte au paroxysme. Hein. Donc voilà le monde dans lequel on est. Et nous, les Français, là-dedans, on doit tirer notre épingle du jeu. Quand tout le monde se cherche, quand l'ordre se défait, vous avez intérêt à être là, en position pour reconstruire l'ordre suivant. Donc nous, surtout pas dans l'OTAN, on va se trouver embarqués dans les guerres américaines. À nous de créer une autre alliance, c'est ça que je dis, une alliance altermondialiste, avec des pays émergents, et sous commandement de l'ONU. Parce que nous, Français, nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a qui disent on va donner notre siège à l'Europe. Ça ne va pas? À qui? Pourquoi faire? Nous y sommes. Donc nous sommes capables de dire les positions de l'Europe, et aussi capables de dire les nôtres. Donc nous sommes une puissance. Il faut arrêter de regarder la pointe de ses chaussures. Se dire on est un petit pays, on ne sait pas quoi faire. Mais non, ça c'est une vue de l'esprit. Nous sommes la 5e puissance du monde. Et militairement, nous sommes dans les premières. Alors militaire, ce n'est pas une raison. Je ne vais pas m'amener dans les réunions internationales en me disant vous là, attention, je vous ai à l'œil. Mais les autres, il n'y a pas besoin de le dire, ils le savent. Donc Hollande a commis une erreur terrible. Et à peine élu, il s'en va. Il y avait le sommet de l'OTAN, et il signe. On installe des batteries antimissiles en Pologne.
Ça veut donc dire que la dissuasion française, au revoir. Parce que le mécanisme de la dissuasion, c'est horrible, hein, mes amis. Mais la dissuasion, c'est on défend notre pays et il n'y a pas de guerre intermédiaire. Il n'y a pas de guerre du tout. Parce que si jamais vous en déclenchez une, on vous détruit. Bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la dissuasion. Si vous acceptez qu'il y ait des batteries antimissiles en Pologne, soi-disant pour contrer les missiles iraniens, alors qu'en réalité vous menacez 75% de l'installation militaire des Russes, clairement, prenez pas les Russes pour des imbéciles. Ils ont bien compris que c'était eux qui étaient visés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? À leur tour, ils amènent des missiles. Nous, les Français, non, pas de guerre en Europe. Donc... Et on a déjà fait le coup dans le passé de refuser de mettre des instruments de mort intermédiaires. Vous êtes trop jeune pour vous rappeler de cette engueulade sur les missiles à roulettes. Ils roulaient et ils tiraient à 450 km. Ben vous prenez un compas, vous regardez qui c'est qui était dans les 450 km. Ça voulait dire qu'on acceptait qu'il y ait une guerre en Europe. Donc moi, je suis sur une position intraitable. Je reste sur la dissuasion, une autre alliance militaire et pas de guerre en Europe. Fini là-dessus. J'ai proposé l'autre soir à la télé, j'ai attendu un bon moment pour faire ma proposition, une conférence de sécurité, j'ai dit de l'Atlantique à l'Oural. Bon, si vous voulez, on parle de ça, mais je ne veux pas vous saouler avec la géopolitique. Alors, comme vous voulez, soit on parle, parce qu'on va bientôt arriver aux questions du public, je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle pour vous. Et ça s'arrête quand, votre truc, là? C'est pire que la télé. Je crois que c'est imminent, mais on ne va pas vous tenir 3h30 comme le débat de lundi. Soit on 3h30 l'autre soir. Et debout. 3h30. Soit on vous pose une dernière question sur la politique étrangère, soit on vous pose une question sur l'évolution un peu de la gauche. Et l'avenir de la gauche. L'avenir du monde ou l'avenir de la gauche? Pardon, l'avenir du monde? Non, une question de politique étrangère. Ou une question sur la gauche. Je préfère la politique étrangère. La gauche est une notion très confuse aujourd'hui. Hein. Donc, non, mais je la résume. Si j'ai gagné, le problème est tranché. Et si vous perdez, qu'est-ce qui se passe? C'est tout, voilà. Non, mais, attendez, c'est comme ça. Je pourrais vous raconter les autres grandes catastrophes de la gauche. Quand la Première Guerre mondiale éclate, c'est un désastre. Parce qu'on avait prévu que nous, la gauche, on allait empêcher la guerre. Bon, alors on allait empêcher la guerre en faisant la grève générale. Taratata, congrès du Parti social-démocrate allemand, dit « Oui, on est contre la guerre, mais pas la grève générale. » Donc résultat, ça voulait dire qu'on aurait la guerre. Et on a eu la guerre. La social-démocratie s'est effondrée. Qui est-ce qui a tranché la question? La victoire de la révolution russe. Bon, c'est un autre sujet de savoir si c'était une bonne idée, mais voilà comment ça s'est passé. Là, on est dans un état de détresse totale. La social-démocratie européenne est complètement effondrée. Et moi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Il reste les Français, il reste les Espagnols pour la gauche, qui n'est pas l'extrême gauche, et qui n'est pas, comme ils disent, la gauche radicale. Il faut à chaque fois qu'ils nous rajoutent des adjectifs. Puis la notion de gauche est devenue tellement confuse en France. Vous ne distribuez pas de tracts, mais moi, oui. Si je vais dans la rue, je dis « c'est pour la gauche », alors les gens disent « ah, Hollande, ça va, on l'a vu ». Alors, non, c'est pas Hollande, c'est moi qui que quoi. Alors on comprend rien. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut passer à autre chose, à des contenus, à un programme. Vous êtes pour la retraite à 60 ans, oui ou non? Ah bah oui, plutôt oui, mais comment vous payez, monsieur Mélenchon? Ça, c'est positif. Hein. Donc je n'ai pas envie de parler de la gauche. L'ordre du monde est en grande instabilité. Alors une dernière question sur l'ordre du monde. Vous allez avoir bientôt, vous autres les secs, vous feriez bien de vous y intéresser, à nouveau une bulle financière qui va éclater. Si vous regardez où en est le niveau des actions, c'est pas normal. C'est une situation pré-catastrophe. Si vous regardez les niveaux d'endettement privé, pas public, c'est rien la dette publique, c'est que dalle. Ce qui compte, c'est la dette privée, parce qu'elle est immiscée, elle glisse partout, dans tous les compartiments de la société. Et là, vous avez aussi une bulle. Donc, nous sommes en grand danger. Plus une bande de barjots qui se disputent entre eux, alors qu'ils sont la première puissance du monde, pour savoir de quel côté il faut aller et être en offensive. Donc, voilà pourquoi on a intérêt, nous, plus que jamais, à ne pas réciter des catéchismes absurdes. Bon, alors l'OTAN, l'Europe de la défense, alors la défense contre qui? La défense, bon d'accord, ça ne veut rien dire. Et puis vous avez tous ces candidats qui disent tous je propose qu'on fasse 2% du PIB dans le budget des armées. Bravo, hurrah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'a demandé Trump. Hein, alors ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord pour qu'on continue comme avant. Eh bien non, pas moi. Donc nous sortirons de l'OTAN parce que c'est dangereux pour nous. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux pas que ça soit dangereux pour nous, et comme nous sommes une grande puissance, nous aurons le dernier mot. Alors, dernier mot, pendant que le public prépare ses questions, il y a un sujet que vous évoquez souvent, c'est les bruits de guerre qui se font entendre en Europe, dont, selon vous, on ne parle pas assez. Pourriez-vous, en 2 mots, avant qu'on donne la parole au public, nous dire où sont les menaces qui pèsent actuellement sur notre continent? Parce qu'on a parfois du mal à comprendre ce que vous voulez dire quand vous évoquez ces bruits de guerre. Toutes les cicatrices dans les Balkans sont encore très fraîches. C'est une question de frontières. C'est partout les frontières, le problème.
Maintenant, si vous allez vers l'Est, alors là, la situation est encore plus tendue. Pour une raison très simple. Quand l'Empire soviétique s'est effondré, on n'a pas négocié la suite. Alors, dans le passé, on a toujours négocié la fin des empires. De manière catastrophique, traité de Versailles, tout ça, ça a été un désastre. Mais au moins, on savait qui, comment... Bon. Les Européens, on va dire les Européens plus les Américains, ont juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, on ne touchera pas aux frontières, et ceux qui viennent avec nous ne seront pas dans l'OTAN. C'est ça qui a été promis à Gorbatchev. Y compris l'Allemagne de l'Est, c'est vous dire, quand on a fait la réunification. Or, les dirigeants, entre comillas, entre guillemets, occidentaux, ont passé leur temps à mentir aux Russes. Mettez-vous, oubliez Poutine, mettez-vous dans une nation, ça serait nous, les Français. On nous dirait, vous inquiétez pas, les Français, on ne va pas vous embêter. Puis d'un coup, vous découvrez des batteries antimissiles. Puis d'un coup, vous découvrez qu'on vous a amené une alliance. Vous direz, on va rétablir l'équilibre. Bon. Donc, sur la frontière de l'Est, il y a le problème d'abord entre la Russie et l'Ukraine, qui est un problème qui est apparu au cours des 10 dernières années. Sur le tracé de la frontière. Pas seulement celle de Crimée, il y a les 2 enclaves russophones. L'affaire de la Crimée, hein, parce que c'est venu au débat de TF1 l'autre soir. Alors, on veut me faire dire, alors on ne touche pas aux frontières. Ouais, d'accord, on ne touche pas aux frontières. Tout le monde est d'accord, mais on y a touché. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec nos chars et on dit, allez, il faut rentrer chez vous? Non. Donc on est bien obligé de discuter, mais choisissez, vous discutez ou vous tapez. Mais arrêtez, par pitié, ces gesticulations. Et le Parlement européen, qui fait toutes sortes de grandioses déclarations, on croirait qu'on va partir en guerre la semaine prochaine. C'est pas raisonnable de faire ça. D'autant que si vous vous accrochez aux chars des autres, vous en avez perdu d'avance, parce que les Baltes, ça fait 1000 ans qu'ils ont un problème à régler avec les Russes. C'est pas d'hier. Quant à l'Ukraine elle-même, pour des Russes, il faut comprendre que leur pays est né là. Donc tout ça, il vaut mieux parler que de se tirer dessus. Voilà ma position. D'où l'idée d'une grande conférence. Attendez, pour l'instant, il y a ce que vous voyez. Oui, c'est l'idée d'une conférence de la sécurité en Europe. Voilà. Et on y implique les Russes, parce que c'est avec eux qu'on a un problème aujourd'hui. Mais pour l'instant, vous voyez que ça. Mais attendez que les Polonais commencent à s'énerver à propos de leur frontière avec l'Ukraine. Que les Hongrois commencent à s'énerver, eux aussi, à propos de leur frontière avec l'Ukraine. Tout ça est instable. Donc moi, ce que je dis, c'est les Français, au lieu d'aller gesticuler l'OTAN, je sais pas quoi, 2% du budget, et puis alors après, moi je connais le reste, hein, c'est 2% du budget, M. Trump vient en mai. Qui vous envoyez là-bas? Un béni oui-oui ou moi? Parce que lui, je sais ce qu'il va dire, hein, Trump. Il va dire, et maintenant, tout le monde passe à la caisse. 2%, et en plus, vous achetez, ça a toujours des beaux noms, la Smart Défense, d'accord? C'est-à-dire c'est intelligent, parce qu'avant, on avait une défense d'imbéciles, donc maintenant, une défense intelligente. Et alors, la Smart Défense, c'est vous acheter le matériel, c'est beau l'expression, sur étagère. Avant, on produisait notre matériel militaire. Maintenant, on va l'acheter sur étagère, c'est-à-dire du matériel américain. Et on est assez bête pour aller mettre Microsoft à notre quartier général. Et on est assez stupide pour aller mettre aussi Microsoft dans nos missiles. Voilà. Parce qu'on en est là. On en est à se dire, ah ben, oui, ben, c'est pas un problème, c'est nos amis. Ben si, c'est un problème. Ou alors on le dit, on dit aux gens, écoutez, on a changé d'avis. La défense indépendante, c'est plus notre truc. Je le comprends. Mais dites-le, racontez pas de salade aux gens. Dites pas aux gens, non, on est indépendant, mais en même temps, on a mis des batteries, mais en même temps, on a mis Microsoft, etc. Parce que c'est un mensonge gigantesque qui nous met en danger. Qu'est-ce que je fais, moi, demain, si c'est moi qui ai le problème à régler? Je vais dire, ah bon, à faire ci et ça. Ah, tu peux pas, parce que dedans, il y a matériel Microsoft embarqué, et l'oncle Sam ne veut pas. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous croyez que dans les questions militaires, c'est attendez, on va faire un colloque autour du tapis vert, ça s'est jamais passé comme ça. C'est surtout des questions économiques. Donc moi, je suis pour que, en Europe, ça c'est la proposition. Une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural. Pour nous, les Français, ça rappellera le général de Gaulle, comme ça met tout le monde d'accord, il faut espérer. Et puis pour les Russes, ça leur donnera une bonne idée. Ils diront, bon, peut-être que celui-là, on peut parler avec. Alors après, me repeindre en poutinien, alors ça c'est une absurdité totale, mais je vais vous provoquer pendant que j'y suis. Ouais. Les Français ne s'occupent jamais du régime politique des Russes. La Troisième République laïcarde s'est entendue avec ce bigot du tsar Nicolas II. D'accord? Tout le monde disait, mais comment vous pouvez être un tyran et un bigot? C'est la Troisième République, il faut voir, hein, c'est la République des Jules. Empereur, tyran et bigot, ça fait bon. Le roi François Ier, il s'est accordé avec le sultan à l'époque de l'Europe chrétienne. Nous avons toujours fait comme ça. Nous, les Français, nous devons nous entendre avec comme partenaires les Russes. Le général de Gaulle a reconnu non seulement la Russie de Staline, mais la Chine de Mao Tse-tung. Et alors maintenant, je vois des effarouchés à l'idée de parler avec M. Poutine. Mais quoi, c'est celui qui est là, hein, c'est tout. Et nous, on a nos intérêts à défendre. Voilà, point. On s'occupe de nos intérêts, et vous verrez que les gens réalistes, ils comprennent les autres gens réalistes. Après tout, c'est vous qui êtes dans les affaires, non? Vous faites pas ça à coup de bisous. Merci, M. Mélenchon.
On va donc maintenant passer aux questions du public. Ok, Jean-Luc. Bien, alors je dis bonjour à l'ESSEC, je suis très content d'être là. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on parle que de matérialisme, en fait. Et il y a une prédiction que je peux dire ici, c'est que nous sommes tous milliardaires. Milliardaires en quoi? C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres spirituels, c'est-à-dire, j'ai fait une découverte fondamentale qui se résume à une formule, l'inconscient, le Dieu laïque, qui fait que dans la spiritualité par hypnose, on peut trouver en fond de soi-même toute sa puissance et sa force. Premier élément. Deuxième élément, je vais faire court. Vous savez que nous sommes une civilisation involutive parce que la civilisation des aborigènes, qui a plus de 100 000 ans, est plus évoluée que la nôtre parce que c'est une civilisation télépathe. Lisez le livre « Message des hommes vrais au monde mutant ». Alors après maintenant, je vais poser une question très, très dynamique et très rapide. Vous savez qu'actuellement, la dette française est une dette complètement fictive au niveau comptable. C'est très simple. 83 milliards d'évasion fiscale par an. Sur 10 ans, ça fait 830 milliards. On les récupère. Deuxièmement, il y a une chose qui est fondamentale à ce niveau-là par rapport à cet argent. On va faire court à ce niveau-là. C'est-à-dire que quel est le moyen que vous avez au niveau de ces banques qui font actuellement la pyramide de Ponzi, qui sont dans l'illégalité totale? C'est-à-dire qu'ils ont 28 milliards d'actifs, ils n'ont pas de 150 milliards. C'est pire que Madoff. Que faites-vous? Et comment faites-vous pour nationaliser les banques et faire retourner l'argent à la France pour qu'enfin que la France n'ait plus de dette? Parce que la dette, elle est adossée à la loi de 1973 de Rothschild, c'est-à-dire 1800 milliards. Et si c'était le trésor public, c'est 23 milliards. Où sont les 1000 milliards? Monsieur Mélenchon. Je me demande dans quel registre je vais répondre. C'est vous l'homme politique. Non, mais il faut se faire des petits plaisirs aussi. Alors, moi, sur les aborigènes, naturellement... Non, mais je respecte tout à fait, mais j'observe que en 60 000 ans, ils en sont au même point que le premier jour. Non, j'arrête avec ça, parce qu'après, vous allez mal le prendre, et je vais me faire des histoires avec tout le monde. Il y a des aborigènes dans la salle ce soir, vous pensez? Non, c'est pour dire que, hélas, si seulement quelque part il y avait un groupe d'êtres humains qui avait trouvé la solution du bonheur, comme on serait content. Hein. Bon. Moi, la coutume qui consiste à briser les genoux des filles pour pas qu'elles se sauvent, disons que ça me laisse sceptique. Je veux dire que moi, je crois au droit universel partout et pour tout le monde. Alors après, c'est quoi? La dette? Bon, la légitimité de la dette. Je vais être bref. La dette, personne ne la paiera. Jamais. D'ailleurs, à ce niveau, c'est plus jouable. Alors, il y a plusieurs solutions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock? Bon. Ou alors, on vous annonce, à vous tous, là, les plus jeunes, hein, que le but de votre vie, ça va être de rembourser la dette. Et préparez vos enfants à continuer, parce que pour rembourser la dette, il faut emprunter, etc., etc. Vous ne pouvez pas rembourser 2000 milliards de dettes. C'est impossible. Les Espagnols ne rembourseront pas, les Portugais non plus, et les Grecs non plus. Et si on avait écouté au début la position qu'on défendait à toute une série d'Européens, on n'en serait pas là. Mon ami Tsipras a eu la naïveté de croire qu'en faisant le bon élève, les choses allaient s'arranger. Pas du tout, c'est pire qu'avant. Et on est rendu exactement au même point qu'on était au point de départ en Grèce. Comment on fait pour se débarrasser de la dette? Je ne vais pas entrer sur le sujet des nationalisations et tout ça, parce qu'il faudrait que je vienne sur qu'est-ce qui nous intéresse par rapport au circuit bancaire. C'est d'abord le fait qu'il assure ou non la circulation monétaire, qui permet l'investissement dans l'économie réelle. Moi, je m'occupe que d'une chose, je veux trouver mes 100 milliards, je sais où, pour faire la relance de l'activité dans la transition écologique. Je vais les trouver auprès de la Banque française d'investissement, qui elle-même ira les chercher à la Banque centrale européenne, qui ne pourra pas lui dire non. C'est pour vous dire, c'est ça qui m'intéresse, c'est la démarche concrète. Mais maintenant, comment on fait avec la dette? Une fois, j'étais à une réunion avec M. Minck, qui en avait assez que tout le monde l'énerve, et il a fini par s'énerver lui-même. Et il a dit, de toute façon, c'est Mélenchon qui a raison, il y a personne ne paiera la dette, ou plus exactement, vous avez les solutions suivantes. 1, payer, vous remboursez. Absurde, ça n'aura pas lieu. 2, l'inflation. C'est-à-dire, vous vous arrangez pour mettre du signe monétaire et la dette fond. C'est pas mal, l'inflation. Bon, alors, à chaque fois, on vous dit, oui, mais ça ruine les plus pauvres. Mon œil, bien sûr que ça ruine les plus pauvres, mais ça ruine aussi la rente. Ça ruine les petits épargnants. Hein. Oui, oui, les petits épargnants. Ils sont toujours au soleil, ils ont bon dos, on les ramène au bon moment. C'est comme les petits paysans, ils marchent devant les gros paysans, et ainsi de suite. Bon, bah, ça ruine les épargnants, mais j'ai connu un Keynes qui disait qu'il voulait euthanasier les rentiers. Donc, bon.
L'épargne, c'est pas pour le plaisir d'épargner, c'est parce qu'on a un projet, bon, donc on pourrait discuter de ces projets. Mais l'inflation, il y a des gens ici, il doit bien en rester un ou deux, non, de ma génération. L'inflation à 10%, oui, c'était la lutte de classe, parce que comme il fallait sans cesse rattraper le niveau des salaires sur les prix, il y avait une activité du feu de Dieu. Mais surtout, vos dettes fondées, parce qu'à 10% d'inflation, en 10 ans, plus de dettes. Hein, donc, il ne faut pas non plus maintenant faire les accabler comme si c'était qu'on avait vécu en enfer, parce que ce n'est pas vrai. Hein. Résultat, tout le monde a accumulé un patrimoine que nos enfants sont incapables d'accumuler dans les mêmes conditions. D'abord parce qu'on prêtait facilement, et deuxièmement parce qu'il y avait une belle inflation. Donc, deuxième solution pour effondrer la dette, l'inflation. Troisième solution, la guerre. Très pratique. Oui, on casse tout et on construit derrière. On change la monnaie, on la dévalue d'un coup au moment où la guerre est finie, dévalue la monnaie, et puis on reconstruit tout, ça donne de l'activité, au revoir les dettes. C'est comme ça qu'on a réglé la dernière fois. Il y a la phase intermédiaire aux nazis, hein, c'est-à-dire on rentre chez les voisins, on prend tout ce qu'ils ont, et comme ça on donne de la valeur à sa monnaie. Mais enfin, la guerre, c'est la troisième solution. Et puis la dernière, c'est les ruses techniques. Moi j'aime les ruses techniques. Je préfère, non mais je suis comme tout le monde moi, j'aime mieux quand ça fait pas mal, et j'aime bien, bon, si on a un peu bricolé, bon ben d'accord, mais on s'en sort. Alors ça consiste pour la Banque Centrale Européenne à racheter tous les titres de dette des banques des États, et on appelle ça dette perpétuelle. On les met dans un coffre et au revoir, c'est fini. Alors ça représente quoi ? Est-ce que ça va créer de l'inflation ? Parce que ça revient à dire qu'on a créé du signe monétaire. Qu'est-ce que ça ferait ? J'ai posé la question, on a discuté à 5 ou 6. Et on m'a dit, alors Sapir, Jacques Généreux, Lim et quelques autres qui sont ici, moins célèbres, mais souvent plus efficaces, qui sont dans mon équipe, m'ont dit ça fait 5-6% maximum d'inflation. Eh bien, donnez-moi 6% d'inflation et on vivra tous. On pourra avoir des projets, on pourra faire des emprunts, on pourra passer sa vie à autre chose qu'à payer la dette de l'État. Et faites attention à une chose, c'est que vous avez la dette privée. En Europe, elle est gigantesque. Là aussi, on va avoir un problème. Par exemple, vous ne pouvez pas débarrasser la paysannerie, passer du point où on est à une autre paysannerie, non chimique, hein, à la paysannerie qu'elle devrait être, avec les 400 000 emplois qu'il y a à créer. Mais si vous ne libérez pas les paysans de la dette, vous provoquerez une concentration qui va venir par la destruction d'actifs qui va être monstrueuse. Donc, il faut arrêter d'être fasciné par des chiffres qu'on vous jette à la tête qui n'ont pas de sens. Par exemple, l'évaluation de la dette. Alors on dit 2000 milliards, ça représente presque 100% du PIB. Bon Dieu, tout le monde se cache. Ça n'a aucun sens. La dette française, elle est étalée sur 7 ans. Si vous rapportez la dette à ces 7 ans, ça veut dire qu'elle représente 12% de la richesse qu'on va produire en 7 ans. C'est rien du tout. Vous aimeriez de voir 12%. Si je vous prenais n'importe lequel d'entre vous, je prends vos dettes pour acheter votre voiture et votre maison, et au lieu de le rapporter sur la durée de la dette, vous êtes endetté pour 10 ans ou pour 15 ans, je vous dis, ah bah tiens, je la calcule sur une année, vous êtes mort séance tenante. Arrêt du cœur. Hein, ben oui, parce que ça n'a pas de sens. Or, pour les États, on leur inflige ça. Les sociétés, elles ne travaillent pas comme ça, même les sociétés privées. C'est juste aux États, sur la base d'un dogme, d'un mythe, qui était que si l'État captait la masse disponible, il ferait renchérir et rendrait moins d'argent disponible pour être alloué au bon endroit dans l'économie. Bla, 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 ça n'a jamais marché. Ce sont des sujets qui mériteraient beaucoup de développement. Est-ce que vous voulez prendre une dernière question du public avant qu'on termine ce débat ? Et pourquoi il n'y a pas de femmes qui posent des questions ici ? J'aimerais vous poser une question par rapport aux jeunes qui font des études, de longues études, qui demandent beaucoup d'efforts. À la fin, pour qui, par exemple, comme le développement durable, on entend beaucoup parler de ce domaine. On dit comme quoi c'est un domaine qui recrute, mais au final, pour que le jeune se retrouve bloqué, ni la fonction publique veut l'accepter, ni les entreprises. On demande tout le temps de l'expérience. Du coup, le temps il passe, la personne elle décide de faire des stages. Les stages, on leur refuse les stages, soi-disant, il faut des conventions. Ils pensent aux alternances. Les alternances sont limitées à l'âge de 26 ans, moins de 26 ans. Donc, comment résoudre ce problème ? Est-ce que ces jeunes-là, ils doivent jeter leur diplôme pour se retrouver des employés, travailler dans, par exemple, comment ça s'appelle ?
par exemple, travailler chez Auchan, temps partiel. Donc, à quoi sert de faire des études si l'État est incapable de recruter ces gens dans des domaines soi-disant prometteurs, mais bloqués? Voilà. Ben merci parce que ça, c'est un des aspects cachés du drame du moment. La surqualification, et vous retrouvez des gens en train de faire des activités qui correspondent à rien de leur très haut niveau de qualification, mais qui par contre bloquent les cases qui pourraient être occupées par des gens qui ont moins de qualification et qui ont aussi le droit de bosser, qui ont envie de bosser et de bien travailler. Alors ça c'est idéologique, hein, c'est politique. Vous ne réglerez pas, pas vous madame, hein, le problème avec la politique de l'offre. Je vous mets au défi d'y arriver. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? La politique de l'offre, c'est produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que c'est pas cher. Et vous finirez par trouver des clients. Et si par hasard il n'y a pas de clients, il n'y a qu'à mettre de la pub, comme ça on leur fabrique les désirs. Ça c'est le système dont maintenant le président Hollande se réclame. La politique de ma famille idéologique, c'est la politique de la demande pendant des générations. Bon, vous n'y arriverez pas. Mettons qu'on aurait pu y arriver. Où ça s'est produit? Nulle part. Et quand on vous a saoulé avec le modèle allemand, qui était, je ne sais pas, j'espère que vous vous rappelez, je vous signale un de mes excellents livres, qui était très bien vendu aussi, qui s'appelle Le Hareng de Bismarck, où j'ai pris un par un tous les poncifs de l'admiration pour l'économie allemande. Je me suis fait repeindre instantanément en germanophobe, parce que comme vous le savez, dans ce pays, ça va vite hein, pour les caricatures, j'étais juste en train de dire que leur truc ne marchait pas. Et le premier chapitre, devinez ce que c'est, c'était sur les pollutions automobiles. On m'a dit, t'exagères. Bon. Depuis, qui avait raison. Bon. Donc, moi, ma politique, c'est que nous allons relancer l'activité. C'est un mécanisme keynésien que je propose. On relance l'activité par un bout. Les Nord-Américains relancent à intervalles réguliers l'activité de leur pays par l'économie d'armement. Reagan, bonze du libéralisme, a commencé par mettre les plus gros programmes militaires et de recherche que le pays avait connus depuis des années. Trump est en train de recommencer, en disant « là, ça va pas, il faut faire monter le niveau de notre armement et tout ». Il y en a déjà pour 600 milliards de dollars par an, hein, l'économie de guerre des États-Unis d'Amérique. Alors avec un dangereux concurrent, la Russie a 60 milliards, d'accord, qui dépense moins en armes que l'Arabie Saoudite. Alors, comment on s'y prend? J'ai proposé un modèle. On met 100 milliards dans la relance de l'activité. Ces 100 milliards sont pour l'essentiel concentrés sur la transition écologique. À partir de là, on grappe tous les métiers qui ont à voir avec ça, repartent de l'avant. Parce qu'à ce moment-là, le problème, ça sera qu'on aura besoin de vous et on vous courra derrière. Pourquoi je dis ça? J'ai assisté à une période de croissance sous le gouvernement Jospin. J'étais ministre. Et on avait une croissance plus forte que la moyenne pour X raisons. Et à l'époque, j'allais dans les endroits où il y avait des bassins d'emploi en tension. On a oublié ça, on a oublié ce que ça existe, ça. C'est-à-dire, vous avez les chantiers navals et il n'y a personne pour venir bosser. Il vous en manque plein. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Il vous manque plein de monde. Un chantier naval, il ne faut pas que vous croyiez que c'est seulement des gens en train de taper sur de la tôle. Hein. C'est tout le second œuvre du bâtiment, c'est des dizaines de métiers. Donc nous, et à l'époque, ils ne trouvaient pas le monde. On était à 2% de croissance. Donc ce que je vous dis, c'est que la relance avec 100 milliards. 100 milliards plus la relance de la dépense publique à 173 milliards. À la fin, ce circuit économique fait rentrer en taxes et impôts 190 milliards. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Encore faut-il le mettre en place. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ça va changer la géographie des métiers. Et que les métiers de l'avenir vont être sollicités. Et on a absolument besoin que les gens qui se sont formés en faisant ce pari soient sur le terrain. Et on va en avoir besoin de beaucoup. Parce que, pour prendre l'exemple de l'économie de la mer, ça inclut aussi bien la métallurgie, pour la cause que quand vous faites une éolienne, vous ne pouvez pas la construire à Singapour, vous êtes obligé de la monter aux alentours de l'endroit où vous allez la poser. Parce qu'une pale, c'est 90 mètres de long. D'accord? Si vous faites des hydroliennes, pareil. Si vous faites de l'algoculture, pareil. Hein, on peut en faire partout de l'agriculture, il suffit d'amener de l'eau salée. Hein. Vous mettez de l'eau salée, de la ferraille, et hop, ça pousse dessus. Et vous avez comme ça des milliards, des centaines de tonnes de protéines végétales qui sont à notre portée. Bref, mon affaire, c'est que
C'est comme ça qu'on va dénouer les situations que vous créez. Parce que si tous ceux qui viennent vous dire qu'ils vont relancer l'économie par la compétitivité, blablabla, bla, 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 la flexibilité, racontent des histoires, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Ce sont des marchands d'illusions. Moi, ce que je vous raconte, c'est 100 milliards qui vont dans l'économie réelle, et à la sortie, il y a des choses réelles qui existent. D'accord? Et donc des gens qui bossent. Des centaines, des milliers de gens qui bossent. Parce que j'ai même dit que la meilleure idée pour développer les salons de coiffure, c'est l'économie de la mer. Ah, pourquoi? Parce que la première chose que vous vous payez plus, c'est le coiffeur, comme vous n'avez pas de paye. Et si vous avez une paye, ben voilà, tout le reste vit. Vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, et vous le faites de manière responsable si vous êtes bien payé. Si vous êtes mal payé, vous allez manger du mauvais manger. Hein? Et puis voilà, et vous avez l'épidémie d'obésité, et puis vous avez, etc., etc. Et le chômage, la déprime, 14 000 personnes qui en meurent. Ça compte pas. Tout à l'heure, on a parlé des morts du terrorisme, je ne veux pas faire de... Mais il y a quand même 1200 personnes par an qui meurent au travail. Soit sur le poste de travail, 565, soit d'une maladie qui a fini d'en venir à bout. Et tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. D'accord? Donc, il faut, surtout vous autres qui êtes dans cette école, vous ne pouvez pas vous contenter de dire comment vous allez vous en sortir, vous. Peut-être que vous allez vous en sortir, c'est même pas sûr. Parce que comme vous l'avez bien raconté, avant vous faites le parcours du combattant, hein, l'alternance je connais, alors vous êtes obligé de faire en alternance, mais les boîtes ne sont pas obligées de vous prendre. Comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Le pays a besoin que ces jeunes les plus formés, vous êtes quand même dedans, vous êtes à bac plus, je ne sais pas quoi, etc., commencent à se poser des questions sur l'intérêt général. Pas seulement votre tête, pas seulement vous, les autres, le type de monde qu'on veut faire vivre. Et là, vous avez une responsabilité. Donc, laissez tomber. C'est pour vous dire, chacun de nous peut quelque chose à la transformation du monde. Et c'est pas qu'une... Je vous demande pas de dire c'est formidable la gauche, etc. Oui, moi je suis un homme de gauche, je viens de là, c'est ma famille, c'est ma vie. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on fait, alors qu'on a cette chance incroyable d'avoir un grand pays, formé, riche. Hein. J'ai vu, moi, des copains gouverner des pays et à se demander par quel bout ils allaient empoigner le problème. Quand je parlais avec mes amis boliviens, c'était terrifiant. Ah, ils ont redressé leur pays. Mais ils me disaient, mais moi, j'ai pas d'État. Et le peu qui reste, je préférerais pas l'avoir parce que c'est que des voyous. Et je lui disais, mais comment tu vas faire pour la justice? Il disait, je sais pas. Je préfère qu'il y ait une justice coutumière parce que la justice de l'État, on est incapable de la faire fonctionner. Maintenant, ils ont arrangé les choses. Ils ont ramassé 3 millions de personnes qui n'avaient pas de carte d'identité. Les gens ne savaient même pas qui c'était. Ils me disaient, l'État, dans la jungle, parce que la Bolivie, c'est l'Amazonie surtout, on y passe, c'est l'armée qui passe tous les 2 ou 3 ans. Alors, on ramasse du monde. C'est des esclaves. Des esclaves. Oui, alors on les libère. Alors ils se prenaient la tête, puis ils disaient, puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on n'a pas de maison pour eux, on n'a pas de travail pour eux. Donc vous vous rendez compte, quand on a une politique qui veut améliorer la société, qu'on part de si bas. Mais nous, on n'a aucune excuse. Aucune excuse. On est un pays riche, on est un pays instruit, on est un pays équipé. Et si on partageait un petit peu plus justement, d'accord? C'est-à-dire si on essayait de reprendre les 10 points qui sont passés des poches du travail à celle du capital depuis les années 80. Vous voyez, les années 80, c'était pas le communisme, hein. Faut pas avoir peur tout le temps. Si on reprenait ça, c'est 196 milliards par an. Le pays est fabuleusement riche. Mais le curseur du partage, c'est lui qui vous remet dans l'organisme du sang pour la vie, de l'air, de la respiration. Voilà. C'est ça le sens du partage. Bon, allez, faites ce que vous pouvez. Merci beaucoup, Monsieur Mélenchon, d'avoir participé à notre débat. Je suis heureux qu'on ait conclu sur une touche de philosophie comme on a commencé. Merci au public d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir. On n'a pas pu aborder tous les sujets, le débat aurait pu durer des heures, mais j'espère que ça vous aura donné envie de poursuivre la réflexion et bonne soirée à tous.